Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Nous poursuivons la série ouverte depuis lundi dernier qui parle de ce climat d'insécurité dans notre pays. Et hier, si vous avez suivi attentivement l'émission, beaucoup d'intervenants ont insisté sur la formation, l'éducation qui aurait échoué entre guillemets au niveau scolaire comme au niveau parental. Résultat des courses dans nos établissements scolaires se développent des dérives morales à n'en point finir. Dans la région de l'Est, par exemple, hier mardi ont été présentés devant le juge 24 élèves pris en flagrant délit de pratique sexuelle en groupe et hors normes. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune interroge tout cela ce matin, indique même d'ailleurs que la cote d'alerte est atteinte face justement à la dérive morale observée dans les établissements scolaires. Finalement, à qui la faute ? À qui incombent les responsabilités face à ce qu'on observe aujourd'hui dans les établissements scolaires. On va en parler avec vous à la maison à travers le code d'accès que vous connaissez, mais surtout avec nos invités sur le plateau. Ils sont déjà installés. Commençons par présenter Dr Moïse Mbok, philosophe, entre autres casquettes, pasteur aussi. On comprend bien que relativement à la thématique de ce soir, ce sont des casquettes qui vont forcément cadrer avec nos réflexions. Bonsoir, docteur. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir au top management d'Info Télévision. Naturellement, à tous les téléspectateurs, une question comme celle-là convoque le volet naturel et naturellement spirituel. Donc c'est bon que nous puissions adresser cette question dans les deux axes. Parce que si on prend simplement dans l'axe naturel ou classique, parfois il y a des volets paranormaux qu'on ne maîtrise pas fondamentalement. Et peut-être qu'on pourra convoquer cette notion-là ici aujourd'hui. Toujours est-il que cette question est une question aussi sensible que la question de la sécurité, que la question des ordures ménagères, que la question même du pouvoir d'achat. Il y a tellement de situations à gérer et celle-là, peut-être qu'elle fait un peu plus mal parce que ce sont nos enfants, ce sont nos nièces, ce sont nos neveux. Nous espérons que tout ce que nous allons proposer ici, ceux qui ont les leviers de modifier, de changer, de retoucher l'infrastructure qui encadre l'éducation pourront puiser un peu de ce que nous proposons ici parce que, somme toute, ce sont tous nos enfants. Docteur Lenzi, on a abordé la question des crimes atroces, odieux, crapuleux qu'on a reçu au Cameroun ces derniers temps. Les gens sont égorgés, dépécés à la limite, les petits-enfants. Même nos parents dans les villages ne sont plus en sécurité. Comment comprendre que la montée de ces crimes odieux? Quand la méritocratie est mise de côté, quand l'organisation ou la dynamique normale des choses sont mises de côté, on a l'impression qu'il faut convoquer le paranormal négatif. Et généralement, ça passe par des pratiques de magie, de sorcellerie. Et là, dans le cadre précis, c'est des sacrifices. Des sacrifices avec pour objectif de casser les codes, les nouveaux codes qui sont établis que quelqu'un, un aîné que j'ai beaucoup aimé, qui est parti, qui a appelé des pratiques magico-anales. C'est-à-dire que soit on gravit les échelons par la méritocratie, c'est qui est la voie normale, par ses compétences, ses qualités, sont gravés les échelons par ses affinités. Et quand on en est l'un et l'autre, on se retrouve donc à croire, malheureusement, pourtant ça n'a vraiment aucune véritable incidence, que rentrer dans ce genre de pratiques difficiles et négatives pourrait donner place au soleil. Très souvent, ils se font tromper, se font avoir, parce que le résultat ne suit toujours pas. Vous imaginez bien que si tous les gens qui faisaient des sacrifices humains réussissaient à être ministres, on aurait déjà 20 remaniements en un mois. Parce que chacun qui sacrifie dans la nuit, le jour, au village, dans les forêts, en brousse, pour être ministre, essaye d'influencer des sphères auxquelles il n'a pas forcément physiquement accès. Toujours est-il que c'est une tromperie, c'est une erreur, c'est un mauvais choix. Et les citoyens camerounais devraient naturellement intégrer que si je ne procède pas par le principe qui devrait être le principe normal, je dois plutôt m'engager en politique pour ramener les normes qui sont écartées. Il n'y a pas d'autre moyen de ramener les normes qui sont écartées que de rentrer en politique, aller à l'hémicycle et remettre le train sur les rails. Il n'y a pas d'autre moyen. D'accord. Rentrer dans le paranormal, la magie, ça ne prospère jamais.
Ferdinand Kungu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes companélistes et bonsoir à tous nos téléspectateurs. On parle de la montée de la barbarie au Cameroun. Les crimes, si on pouvait faire une sorte de typologie, on va observer que c'est davantage dans la barbarie que ces criminels opèrent et font. Disons que c'est la société qui a perdu beaucoup de repères. Pourquoi je parle de la société qui a perdu beaucoup de repères? C'est une crise des milieux éducatifs. Ce qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui croient à des ascensions fulgurantes sans effort. Sans le gain facile, sans un des raccourcis. Sans un construit. Sans le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va commencer à 10. 0, 250. Et puis, vous savez, quand il y a dans cette crise s'installe dans des vendeurs d'illusions ou des contenus qui vendent de l'illusion et qui font croire à des jeunes qu'il suffirait de convoquer l'antéchrist ou le paranormal, de faire quelques sacrifices de sang. C'est d'ailleurs ça qui leur donne autant de courage. Parce que pour avoir le courage de massacrer quelqu'un, de le dépêcher, d'essayer de stocker son sang. Il y a eu pire pour en boire, ou même on a pour, presque vendu, on a vendu la chair humaine. Voilà. Il faut avoir déjà perdu sa lucidité. C'est une sorte de folie. Parce qu'on croit déjà en d'autres repères, on a perdu le contact avec la réalité. Et on estime donc que si on pose cet acte une fois et qu'on n'est pas pris par les règles de la société, on peut passer à travers les mailles du filet et continuer à mener une vie normale après. Sauf qu'un tel acte, on le porte forcément dans sa conscience, on ne pourra plus jamais mener une vie normale. C'est encore une conscience. Voilà. C'est encore une conscience. Non, si on pose des actes de cette nature, justement, je veux vous dire, il y a la conscience, il y a l'inconscience, il y a le subconscient. L'être humain a toujours les trois. Et ça dépend de sa posture d'esprit. Je parle de posture, pas d'état d'esprit. Du moment où il pose l'acte. Donc il y a toujours une conscience. Quel que soit le cas, celui qui a posé un tel acte va rester, passer des moments où il va se dire est-ce que il aura une jouissance à peine de façade. Mais dans ces moments où il fait son introspection, il va toujours se poser ces questions. Donc je dis c'est une crise des milieux éducatifs. Parce que c'est ça en fait qu'il faut. Et quand je parle des milieux éducatifs, ici vous avez les milieux familiaux, les milieux sociaux, les milieux scolaires et le numérique qui nous a amené une sorte de modernisme qui est aujourd'hui porteur de plusieurs facteurs ou plusieurs contenus qui déteignent sur l'éducation des tout petits, sur l'éducation des adolescents. Parce que l'âge où on est le plus influencé par tous les contenus autour, c'est entre 15 et 23, 24, 25 ans. Oui. Et vous verrez que les auteurs de ces crimes odieux, de ces crimes, sont justement dans cette fourchette. Ouais, parce que justement, ils subissent. Parce qu'aujourd'hui, on en est même à fêter des faussaires. C'est-à-dire que à travers les réseaux sociaux, on a fait l'apologie des anti-modèles. Vous-même vous souvenez. C'est-à-dire que des gens qui vous brandissent les fortunes qu'ils ont accumulées, mais qui ne peuvent pas les justifier. Qui s'en prennent d'ailleurs à l'État quand on estime que bon, vous amassez un peu trop de fortune. Il faut qu'on vienne y voir pour essayer de fiscaliser ce que vous gagnez. Il y a tout un autre débat qui n'est pour dire vous n'avez pas organisé ce secteur, alors il ne faut pas le fiscaliser. C'est ça le problème. Si les gens se vantent aujourd'hui, en fait, c'est lui qui roule la plus grosse voiture dans nos villages. On ne fait pas celui qui vous amène les meilleurs diplômes, qui a le meilleur comportement, qui est respectueux, qui respecte les règles de la société, les traditions, les aînés. On lui dit plutôt, tu ne sert à rien, vous avez vu l'autre jour, il n'a pas eu besoin de tous vos contenus. C'est une crise des milieux éducatifs et c'est une crise globale qui devrait amener tout le monde à s'interroger, l'État avec. On va poser toutes ces questions ce soir. Vous êtes stratège en communication. Mohamed Ali est étudiant. Les jeunes sont davantage cités dans les cas de ces crimes odieux qu'on a enregistrés au Cameroun ces derniers temps. Bonsoir et bienvenue.
Merci Jean-Jacques Zé, et merci pour l'invitation. Moi, je voudrais dire aux aînés, j'aime bien leur prise de parole, mais sur le nombre de Camerounais qui sont en prison pour avoir détourné le milliard, on n'a pas un jeune de 23 ans là-dedans. Ça veut dire quelque part, on a pris des modèles tout à l'heure. Donc vous êtes fier de ne pas être nommé à 23 ans, comme ça vous êtes à l'abri. Non, oui, nous sommes à l'abri et puis quelque part, moi je voudrais dire aujourd'hui, on a sacralisé le matériel, Jean-Jacques. Avant, lorsque moi j'étais petit, dans mon quartier ou dans mon village, on respectait le pasteur, on respectait l'imam. Lorsque vous avez le BPC, tous les parents du quartier venaient vous saluer. Aujourd'hui, vous avez... Donc vous êtes breveté. Oui, breveté seulement. Breveté. Ça avait tout son sens. Hein. Ça avait tout son sens, ça avait de la valeur. Lorsqu'on vous ramenez 1000 francs à la maison, la première des choses avant quoi que ce soit, c'est que votre parent vous demande, vous devez répondre à une série de questions et on ne vous permettait même pas de dépenser vous-même cet argent. Votre père disait, prenez les 1000 francs, remettez à votre mère. Le jour que vous venez demander 100 francs, il faut toute une série d'enquêtes qui sont menées pour que vous puissiez posséder 100 francs et aller dépenser. Aujourd'hui, un enfant prend un iPhone 17 sans publicité, il ramène à la maison et puis personne ne demande. Vous avez les parents... La maman veut voir. Ouh là là, il est merveilleux, il a beaucoup d'applications. Faites-moi des photos et autres. Et donc, Jean-Jacques, quelque part, c'est-à-dire l'unité la plus importante qui était la famille et les valeurs familiales sont entièrement détruites. Aujourd'hui, votre parent vous dit, faites vite, vous obtenez le bac, votre oncle Jean-Jacques à Yaoundé, il va vous trouver un concours, vous allez travailler. Vous pensez qu'un jeune qui est dans cette optique, est-ce qu'il se contente encore des valeurs, il s'adonne à la tricherie, il sait que son destin est tracé. Or, à notre époque, moi quand j'ai eu le baccalauréat, il fallait forcer. Il n'y avait pas l'université à Berthois. C'est-à-dire, lorsque vous venez à Yaoundé, on vous envoie 15 000 francs par mois. Vous imaginez quelle équation il faut faire pour vivre avec 15 000 pendant un mois à Yaoundé, en Guayaquélé ou à Soie. Donc un jeune qui est formé dans ce modèle, un jeune qui n'a pas eu toute cette facilité, Jean-Jacques, lorsqu'il a une opportunité, il se comporte bien en société. Je vais terminer par une chose, Jean-Jacques, que les gens négligent sur la violence. Moi, mon père disait qu'il y a deux chaînes qu'il ne fallait jamais mettre à la maison. Il y a Action et il y avait France 24. Sa raison était toute simple, docteur Moïse Mbok, c'est que à France 24, on ne montre que comment les Israéliens tuaient les Palestiniens. Et il estimait qu'on ne peut pas mettre la télé pour voir la mort chaque jour. La deuxième chaîne, c'était Action, c'est-à-dire les chaînes des films d'action. Il disait qu'il y avait trop de scènes d'horreur. Qu'un jeune qui est exposé à tout ça devient insensible à la longue. D'accord. Donc, aujourd'hui, quelles sont les chaînes que nos enfants regardent à la maison, nos petits frères? Soit ces chaînes d'horreur-là, et avec la démocratisation des réseaux sociaux, Jean-Jacques Zé, chacun regarde ce qu'il veut sans contrôle. Et nous avons la société. On a le résultat qu'on a aujourd'hui. Hubert Volo, bonsoir. Aujourd'hui, je vais utiliser votre casquette d'enseignant, de surveillant général chargé de la sécurité, en fait, dans la discipline dans un établissement scolaire. Et ça tombe bien pour cette casquette-là. Mais pour évoquer d'abord le sujet de début de semaine, ces morts enregistrés ces derniers temps. Marie-Louise Mbala est égorgée, un homme DPC à Bafia, ainsi de suite. Des cas sont nombreux ces derniers temps. Il y a quand même une montée incroyable de la violence. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants que j'ai le plaisir de retrouver ce soir. Bonsoir aussi à vos très nombreux téléspectateurs. Je voudrais tout de go m'exprimer sur la question pour dire en réalité que la montée de l'insécurité est également... j'ai envie de dire, est proportionnelle à la montée de l'immoralité dans notre pays. Et quand je parle d'immoralité, elle ne s'exprime pas seulement sur les gens qu'on tue. Vous savez que chacun tue ce pays à sa manière. Il y en a qui tuent en puisant dans les caisses de l'État, par exemple. Quelqu'un évoquait tout à l'heure les vieux qui sont en prison de fait d'avoir détourné les milliards. Et on a maintenant le sentiment que chacun, à partir de la position qu'il occupe, essaie d'exprimer son immoralité. Il y en a donc qui désormais s'attaquent aux individus. Mais je suis d'accord avec l'aîné Ferdinand quand il évoquait le côté inhumain de certains des compatriotes. Et nous avions d'ailleurs parlé de cette question lors de mon précédent passage ici
sur ce plateau où on ne comprenait pas comment, par exemple, du côté des Vaudoulas, on citait le cas tout à l'heure, un monsieur avait ôté la vie à sa femme. À sa femme, oui. Une femme qu'il avait d'ailleurs épousée, et qu'ils étaient légalement mariés. Comment on fait pour arriver à ce niveau-là? C'est-à-dire qu'on ne veut plus d'une femme, et puis on décide d'en découdre véritablement pour qu'elle advienne à perdre la vie. Donc ça mène justement à ce que nous réfléchissons profondément sur ce que deviendra le Cameroun. Et là, c'est la violence des aînés, mais j'ai envie de vous dire, puisque vous avez convoqué ma casquette d'enseignant, d'encadreur d'enfants, que même au niveau au niveau des 6e, donc au niveau du Koumouen 2, dans les basses classes, on voit bien comment les enfants sont emprunts à la violence. Ils n'ont pas, ils perdent très tôt le sens de l'excuse, du pardon, de l'explication. Pour peu qu'un enfant ait dit un mot qui n'a même pas de sens à l'autre, il te dit qu'il a crié sur moi. C'est une expression que les jeunes utilisent. Il a crié sur moi. Tu lui dis dans le cri là, qu'est-ce qu'il a dit véritablement? Il ne te dit pas le contenu du cri, mais il a crié. À la riposte, son coup de poing. Il n'a rien dit. Il ne faut pas me baisser le respect. Il a crié sur moi. Il crie sur moi. Il disait quoi quand il criait? L'enfant ne te dit rien. Mais il a eu le courage face au cri de donner un coup. Donc ça traduit véritablement, je parlais de l'immoralité, le caractère insensible. La banalisation de la violence. La banalisation de la violence. La peine de l'autre n'affecte plus celui qui donne, qui pose les actes. Mais on le voit, lorsqu'il y a quelque chose, les gens viennent faire les selfies, tout le monde veut filmer, il n'y a personne qui appelle l'ambulance ou la police, secours, ou qui prennent en charge les blessés. Non, on veut d'abord faire des images. Ça traduit dans cette société qui est devenue insensible, dont les problèmes des autres ne nous tiennent véritablement plus à cœur. On est plutôt attaché, dans le cas d'espèce, le buzz. C'est-à-dire que le réseau social s'inventant et s'installant dans notre société, chacun veut juste avoir le plus grand nombre de vues, parce que, dit-on, ça donne l'argent. Et ça rejoint donc le discours sur la facilité. Parce que vous savez que quand quelqu'un veut prendre une image de quelqu'un qui vient de trouver la mort et met dans les réseaux sociaux, tout le monde accourt. Lui voit derrière une capacité d'avoir une page monétisée. Donc, avoir de l'argent sans avoir rien fait, même à s'accrochant sur l'immoralité. C'est un problème sérieux et je crois que nous avons l'obligation d'y réfléchir et d'y trouver véritablement des solutions. Merci monsieur. Accueillons tous la dame, qu'on ne fera pas de procès d'avoir oublié les femmes pendant cette série consacrée à l'insécurité, à l'immoralité, à l'éducation qui semble faire problème au Cameroun. Docteur Zemedan, vous êtes enseignante. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Le plaisir est tout le temps le mien. Bonsoir à mes co-panélistes. Je suis ravie d'être des vôtres cet après-midi encore. Et nous parlons justement de ces cas de violence atroces ces derniers temps au Cameroun. Le pays est-il maudit? Oui, les cas de violence sont de plus en plus enregistrés et ça n'a pas d'exception. Vous l'avez dit, je suis enseignante, mon collègue là, c'est-à-dire dans le domaine éducatif, dans le domaine social, dans le domaine même familial, les cas de violence sont de plus en plus répétés. Est-ce que le pays serait maudit? Je pense que non. C'est peut-être l'individu qui aurait changé de casquette. L'individualisme, la montée des réseaux sociaux, la mondialisation, la banalisation du crime, peut-être aussi l'État qui ne fait pas peut-être son travail comme il faut. Chacun se croit tout permis. On ne sait plus qui tient les commandes, on ne sait plus qui dirige, on ne sait plus qui fait quoi, personne n'est à sa place. Même dans nos familles nucléaires, le père n'est plus à sa place, la mère n'est plus à sa place. Alors, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et se croient dans tout permis. Vous avez des parents qui ont démissionné de leur rôle d'éducateur pour abandonner leurs enfants entre les mains des enseignants. Les enseignants aussi qui crient au secours à l'État parce que réclamant leur dû, qui jusqu'ici traînent,
à leur niveau aussi, peut-être, ils ont abandonné leur travail ou ils ont abandonné leur tâche pour s'affairer aux affaires personnelles. Vous verrez un enseignant qui est aujourd'hui beaucoup plus passionné à l'idée d'immigration qu'à l'idée d'enseigner ou à l'idée d'éduquer ou à l'idée de redresser. Vous verrez un enseignant aujourd'hui qui est beaucoup plus affairé à ouvrir ses propres entreprises qu'à la vocation d'enseignant, parce qu'il te dira, je gagne même d'abord combien. Les primes là n'arrivent même d'abord jamais. Alors, à qui la faute? Si tout le monde a démissionné de son poste, ce n'est pas la société qui est maudite, c'est l'homme qui a tout simplement démissionné de ses responsabilités sociales dans tous les secteurs. Vous aurez beaucoup à dire tout à l'heure lorsqu'on va ouvrir le débat de fond. Justement, la question, c'est à qui la faute. Si on s'arrête dans un domaine que vous connaissez, les dérives morales de plus en plus observées en milieu scolaire. On a 2 journaux, on peut les regarder rapidement, qui en ont parlé. Cameroun Tribune a fait sa grande une de ce matin sur ce sujet, par là même de la sonnette d'alarme, ce qu'on voit aujourd'hui en termes de comportement dans les établissements scolaires, la cote d'alerte, l'alerte rouge d'ailleurs, selon le quotidien Capitaux Public, face aux dérives morales en milieu scolaire. Il y a des réactions dans le dossier que propose notre confrère ce matin. Et hier déjà, on avait le quotidien Émergence qui nous signalait les cas venant de la région de l'Est où 24 élèves ont été présentés devant la justice. Ils étaient pris en flagrant délit de pratiques sexuelles bizarres en groupe, avec tout ce qu'on peut imaginer, les fumées, les drogues, ainsi de suite, hommes comme femmes mélangées. 24, ça fait quand même beaucoup. Alors c'est la montée de ces dérives morales. Ici à Yaoundé, plusieurs cas ont été signalés dans plusieurs établissements. Il ne faut pas penser que ce n'est que Bertois. Dans toutes les villes du Cameroun, on a au moins chaque année scolaire eu des cas comme cela. Et puis il y a ces images qui font le tour des réseaux sociaux. Beaucoup en rient. On voit dans les salles de classe, on fume de n'importe quoi, on boit du n'importe quoi. Ça se passe dans les écoles, des scènes un peu surréalistes. Voilà, on les voit dans nos différents établissements scolaires. On en parle juste derrière, le clin d'œil qu'on fait à nos partenaires, en commençant par celui qui nous fournit de l'eau minérale Source Bolis. Au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Bonis, on va parler maintenant de plantes de vie. Lema Kouma est là ce soir. Bonsoir Lema Kouma. Bon après-midi Jean-Jacques et bon après-midi à ton riche panel cet après-midi encore. Qu'est-ce que vous proposez à ce panel et à ceux qui nous regardent à la maison? Oui, pour des personnes qui nous regardent à la maison, je suis encore venu avec le produit Rhumatox, ce produit qui concerne des personnes âgées, parce qu'il faudrait savoir que des personnes âgées, de manière naturelle, leur système immunitaire s'affaiblit et très souvent, elles sont exposées à des problèmes tels que le rhumatisme, l'arthrose, le nerf sciatique, la goutte, les douleurs lombaires, les douleurs au niveau de la colonne vertébrale, les douleurs même au niveau des genoux, au niveau des épaules, au niveau même du cou, on n'arrive pas à bien se tourner. Il y a même certaines personnes qui marchent avec la canne. Alors nous avons mis sur pied le produit Rhumatox. Le produit Rhumatox, je précise encore, ce n'est pas un baume, ce n'est pas une pommade, c'est un produit en poudre qui est buvable. Il se boit de la manière la plus simple possible. La personne va simplement ouvrir la boîte et puiser une cuillère à café qu'elle va mettre dans un litre d'eau et demi et boire un verre matin et un verre le soir. Même si le papa là a déjà 95 ans, même s'il a déjà 100 ans et qu'il n'arrive pas à se déplacer normalement du fait qu'il ressent des douleurs au niveau des os, alors le produit Rhumatox va venir renforcer le cartilage et renforcer les os. Et même ces personnes qui sont victimes des os qui s'usent du fait que le système immunitaire est assez affaibli, le produit Rhumatox vient renforcer déjà votre système immunitaire et il renforce aussi votre cartilage. Des personnes là même qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, le produit Rhumatox vient solidifier vos os et pouvoir vous faire éviter des douleurs
au quotidien. Et comme je l'ai dit tantôt, les personnes là qui sont victimes déjà de rhumatisme ou bien d'arthrose et même de nerfs sciatiques et qui marchent avec la canne, qui ont même du mal à se déplacer quotidiennement, le produit Rhumatox vient vous apporter des solutions. Les personnes qui ont des pieds qui enflent du fait qu'elles soient victimes d'arthrose ou bien de rhumatisme, le produit Rhumatox vous apporte des solutions. Comme je l'ai dit tantôt, le produit Rhumatox est un produit qui est sans effet secondaire. Jean-Jacques, si tu me permets, avant de partir, nous avons aussi le produit Open Sex, ce produit-là qui permet aux messieurs qui sont victimes du appareil génital, bien qui sont même victimes du rétrécissement de l'appareil génital. Le produit Open Sex, il est toujours disponible. Ce produit-là, donc, que nous avons mis sur pied, qui permet aux hommes d'avoir une taille selon leur convenance. Parce que oui, il faut bien le dire, il y a beaucoup d'hommes là-dehors qui sont victimes, qui sont frustrés du fait qu'ils soient minuscules entre leurs jambes. Alors on vous dit, cher monsieur, c'est désormais possible d'avoir une taille selon votre convenance. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes et le petit entre 1 et 2 centimes. Je ne partirai pas sans dire encore à vous, chers parents, vous qui me regardez actuellement, que évitez la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. À côté, vous avez aussi cette mauvaise habitude de faire porter des caleçons trop serrés à vos petits bambins à la maison. Il n'est pas conseillé parce qu'en principe, l'appareil génital de l'homme n'a pas besoin de soutien, il a besoin d'être libre et de respirer tranquillement. Où est-ce qu'on va Non, c'est quoi? C'est pas une question entre les spectateurs demandent Open Sex coûte combien? Il va prendre les numéros et qui s'affichent sur le bas du petit écran. Il y a où nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Là, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Et nous sommes ici à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem. Nous sommes ouverts tous les jours entre 7h et 18h de l'après-midi. Merci les Makouma, merci d'être passé par ici. On retient qu'il y a les tailles de sexe à la commande. Oui. Voilà. On va faire de voilà, ça. Plus on consomme, plus ça va augmenter. à la carte. Merci les Makouma, au revoir. Merci beaucoup. On revient donc sur le plateau pour échanger autour de ces questions, notamment les dérives morales qui ont désormais pignon sur rue dans nos établissements scolaires. Je ne sais pas pourquoi Parfait insiste sur cette image. Voilà, on a compris que c'est autant de choses qui se passent dans les établissements scolaires. Boris Tédom, on te dit bonsoir. Tu es connecté sur la page Facebook et en direct, tu nous suis, Boris. Tu dis que les jeunes sont exposés à tous les déchets du monde sur les réseaux sociaux et à la télé. L'antique qui est censé réguler fait quoi? Ils ont tout autorisé et les parents aujourd'hui sont au travail. Ils ne peuvent pas contrôler tout ce que font leurs enfants. Boris interroge l'antique. Qu'est-ce qui est fait pour protéger nos enfants qui sont exposés à tout ce qui est proposé dans les réseaux sociaux, justement. Enfin, je retrouve Jean-Jacques Lapanthère pour un grand soir des films draculiens à l'école, un grand ensemble avec pour éléments parents, enseignants et enfants. De nos jours, dans une société où les valeurs matérielles et financières priment sur la morale et la spiritualité, les repères cardinaux, amour, partage, humilité, pardon et autres vertus à humaniser le commun des mortels ont été foulés aux pieds pour pervertir notre société, hier berceau de l'humanité. L'école, lieu de la transmission du savoir et savoir-faire, pour mieux éduquer, former afin d'éviter l'ensauvagement. Notre niveau de culture devrait dépendre de notre source culturelle. Massok Thomas, merci pour cette contribution. La violence tire ses origines au sommet de l'État, d'abord par les crimes économiques, le détournement des milliards qui laissent des familles sans espoir et créent des mécontentements. Les jeunes sans emploi, sans occupation peuvent facilement se livrer à des stupéfiants et devenir incontrôlables. Les mauvais salaires des fonctionnaires et le faible SMIC poussent les parents à créer d'autres activités pour gérer leurs factures et délaissent l'éducation à la société et aux réseaux sociaux. Bonsoir Gigi. Donne au grand format, Dr Mbok. De quoi? Open sex. Ok, je vais payer pour lui. Il est un homme bien. Vincent de Paul. C'est tout ce que tu as trouvé comme cadeau. Il dit qu'il va payer. On va dire le prix tout à l'heure. Alors, bonsoir Mbombo et aux panélistes. Notre société est en perte de valeur
Faisons attention, un jeune de 14 ans a été enlevé à Olembe. Sa mère en compagnie des gendarmes ont suivi une piste qui les a amenés à Yoko dans un premier refuge et on a retrouvé 2 enfants vivants et quelques-uns morts dépourvus de sexe. La traque a continué et l'enfant a été retrouvé du côté de Batouri dans un autre refuge. Attention, soyons vigilants et dénonçons s'il vous plaît. C'est un vaste réseau. C'est Jean-Jacques de Biémassi qui nous dit que vraiment la situation n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Ça ne s'arrête pas à ces consommations qu'on voit là. Il y a des réseaux qui seraient existants au Cameroun. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à ton panel. Très souvent, nous aimons faire la leçon aux autres et tenir de beaux discours. Ah d'accord, je vais vérifier, il ne s'agit pas de moi. Vous dites que qui a laissé ses boutons et que c'est pas bien, que c'est pas un bon modèle. Calista, vraiment la télé, on regarde tout. Hein. D'accord, et qu'on devrait... Le dernier. Le dernier, c'est comme ça? C'est le dernier. Ah, on ne ferme pas le dernier. L'autre ne se ferme pas. Oui, se ferme pas. D'accord. C'est compliqué ces choses-là. C'est le modèle de l'habit qui est comme ça. C'est le style. C'est le modèle de l'habit qui est comme ça. Je crois qu'il devrait aller voir des stylistes pour comprendre. Le bouton là est inutile. Il n'est même pas ouvert. On l'a pas mis. Fermé. Il est là, c'est la décoration. C'est pour la décoration. Calista, je crois que ça va, non? On est dans le monde de la mode. Hein? On apprend tous les jours. Alors, les enseignants, d'abord, l'école est au bord des accusés avec la montée de ces dérives morales. À qui la faute? Hubert. La faute n'est surtout pas à l'école. L'école est victime. Victime. Et quand on dit école, c'est nous avec. C'est-à-dire qu'il y a l'institution scolaire, il y a les encadreurs que nous sommes. Il n'y a aucune... on peut tout reprocher au système éducatif camerounais. Moi, on ne peut pas reprocher au système éducatif camerounais d'enseigner des choses immorales aux enfants. J'ai même entendu dire à une époque, les gens se plaignaient partout à la télé sans avoir vérifié qu'on a mis des programmes sexuels dans certaines classes. Ils n'ont pas lu le contenu. Il y a un tollé là-dessus. Oui, mais après les gens n'ont pas lu ce dont il était question. En fait, dans cette leçon, pour d'abord expliquer, j'étais en classe de 5e, en fait, on a évoqué un certain nombre de pratiques que l'on classait dans la catégorie des contre-valeurs. C'est-à-dire qu'on disait aux enfants, fellation et X et Y, si jamais vous devenez des adultes et que vous pratiquez des activités sexuelles, c'est des choses que vous ne devez pas faire. Bon, le procès, c'était d'avoir mis ça. Mais moi, à ce niveau, je pense que les gars avaient anticipé au vu justement de la montée d'un certain nombre de pratiques que les enfants, dont les enfants ne recevaient pas les enseignements à l'école. Ils avaient d'autres structures d'éducation, telles que disait Ferdinand tout à l'heure. Le pédagogue avait pensé qu'il fallait anticiper. Et pour revenir donc à l'école, l'école, d'abord, n'a pas vocation à éduquer, même si les acteurs directs qui sont les enseignants sont aussi des parents. Et donc, de ce point de vue, au-delà de leur mission qui est celle de l'instruction, de l'enseignement, l'enseignant doit pouvoir intervenir quand il observe un ou deux dérapages. L'école est victime des enfants qui sont mal éduqués. Jean-Jacques, tenez. Moi, tu fais bien de convoquer toujours ma casquette. Je reçois 2 types d'enfants. 6e, 5e, 4e, 3e, terminale et autres. Vous avez des enfants qui rencontrent le livre de leurs camarades oublié en classe. Ils le prennent, ils viennent déposer chez l'enseignant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un enfant qui a reçu une éducation claire à la maison, oui. Qu'on ne prend pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Vous arrivez dans mon bureau, vous pouvez les livres. Mais il y a d'autres qui égarent les livres, ils ne retrouvent pas. Pourquoi ils ne retrouvent pas? Parce qu'ils tombent sur ceux à qui on n'a pas dit de ne pas prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Et c'est parti d'où? C'est parti de la maison. C'est ça que je dis que l'école n'est que victime. L'école aujourd'hui est victime aussi du système gouvernant. Quelqu'un parlait des enseignants tout à l'heure. Hier, des enseignants étaient des personnes qui étaient véritablement des personnes classées dans l'ordre de l'élite et donc qui criaient en les enfants de l'admiration. Aujourd'hui,
l'enseignant, qu'est-ce qu'il est véritablement? Est-ce que, au vu des pratiques, au vu des gouvernances, le métier d'enseignant est un métier qui fait rêver les enfants? Voilà une autre victime. Troisième chose, Jean-Jacques, c'est des expériences que j'ai faites. Vous invitez, vous observez un phénomène chez les enfants. J'ai convoqué les parents un jour. Les enfants sont allés dire à leurs parents que j'ai convoqué pour le bavardage. Quand le parent vient me demander, mais pourquoi est-ce que je le convoque? Bon problème de bavardage. Mais monsieur Volo, vous ne pensez pas que nous on a d'autres choses à faire? L'enfant me dit qu'il a bavardé. Vous ne pouviez pas gérer ça. J'estime que c'est moi qui dois gérer. Et que c'est un perdant. Ça, c'est un problème. Autre chose, vous convoquez, et ça je le dis ici, si vous convoquez 10 parents au collège, à l'établissement, pour un problème, vous leur dites, rendez-vous demain à 8 h. Le premier arrive à 11 h. Le deuxième peut arriver à 13 h. Les 4 autres, ou alors les 8 autres, personne ne vous appelle pour vous dire que... ce ne sont pas les parents d'emprunt. Non, les parents biologiques connus. Personne ne vous appelle pour vous dire que, monsieur le SG, j'ai bien reçu votre convocation, mais l'heure de 8 h que vous avez mis là, au vu d'eux. Non, il passe. Vous revenez sur la charge le lendemain. Un vient. Mais le jour que vous mettez les enfants dehors, que rentrez chez vous, ils viennent tous. Mais ils viennent tous à la minute. Mais vous avez mis l'enfant dehors, pourquoi? Ça veut dire que le parent n'a plus, il n'intègre pas la valeur de l'action disciplinaire, le processus de discipline. J'attendais 6 ce matin, 2 sont venus. Et les 2 qui sont venus, c'était les représentants des parents. Représentants des parents. Vous voyez que quand on est dans un... Et vous voyez un jeune gars qui débarque là, le type même qui est l'accusé, quand il vient, lui il cause. Donc il est venu répondre à la convocation, non pas parce qu'il faut corriger la faute commise, mais parce que s'il ne vient pas, on va mettre l'enfant dehors et il va rater les cours. Il n'évalue pas. Voilà le problème que l'école camerounaise connaît. Et le parent est au cœur. Est-ce que c'est parce que le parent... Je n'ai pas envie de dire que tous les parents sont comme ça, parce qu'il y en a, à la minute, il t'appelle, il te dit, vraiment, demain, j'ai audience, je ne peux pas être là. Je vais passer tel jour. Et le jour là, s'il ne peut pas, il te rappelle pour te dire, vraiment, excuse-moi, je passerai plutôt tel jour. Et le jour dit, il honore. Mais la proportion est très faible. Et quand vous avez des gars comme ça, ils ne transmettent pas à leurs enfants le prix du respect, le respect de la consigne, le respect des dispositions réglementaires. Et que ce sont eux-mêmes encore, les parents, qui à partir de la maison, tiennent un discours, parfois, de dénigrement de vos actions disciplinaires. Mais quand on arrive là, il est prêt, il entre dans ton bureau, quand il n'a pas les mains dans les poches, il te tend un truc avec la main gauche, il entre, il ne toque pas. Et parce qu'à la maison, son père ne lui a pas dit que tu n'entres jamais dans ma chambre sans toquer. Et il lui dit que c'est une valeur fondamentale, on n'entre pas dans un bureau, dans une maison qui ne t'appartient pas sans toquer. C'est des petits trucs qu'on ne donne pas aux enfants. Et conséquent des courses, on se retrouve avec ce qu'on observe. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est le milieu éducatif. Et ça devient un problème. C'est le milieu éducatif. Il faudrait revenir sur les autres pratiques là. On va y arriver. Les milieux éducatifs qui sont en crise. C'est-à-dire que pour comprendre, pour abonder un peu dans son sens, ce que j'ai dit dans mon Est-ce que dans le milieu éducatif, il y a la famille? Justement, j'ai défini ces milieux. Les milieux éducatifs, la communauté éducative. Oui, les milieux, c'est-à-dire que la communauté éducative, on sait ce que c'est. Les milieux éducatifs sont en crise. Et en milieu éducatif, j'entends les milieux familiaux, parce que c'est par là où ça commence. Les milieux scolaires en second, les milieux sociaux. Et vous ajoutez aujourd'hui le foisonnement du numérique et des réseaux sociaux. Mais il y a le socle de ils tout sont cela. arrivés. Non, j'ai commencé par la famille. Ce sont ces milieux qui sont en crise. Parce qu'on fait seulement l'énumération. Non, ils sont en crise pourquoi? On vous donne une certaine gradation quand même. Non, c'est la famille d'abord. D'accord. Ils sont en crise pourquoi? La famille même est en crise au Cameroun. La famille même, dans sa structure, est en crise au Cameroun. Et pourquoi? Parce que avec la crise des années 85, 90, 2000, l'État, pour essayer de trouver les solutions et répondre à la conjoncture qui a commencé à devenir difficile, a trouvé bon de modifier le modèle
pédagogique qu'on avait au niveau des heures des enseignements, on est passé à la journée continue. La journée continue a sorti le contact entre le parent et l'enfant, a sorti le parent du contact avec son enfant sur près de 5 à 6 heures de temps en une journée. Nous avions les écoles à mi-temps, 7h30 midi. Midi, même le travail administratif et le travail en général. Il y avait le repos de midi où le parent de toutes les façons devait te voir pendant 1 heure ou 2 heures. Ça donnait un filtre après 4 heures. Le gars te voyait. Puisqu'il a le temps. Voilà. Et il revenait. Pendant son temps, il revenait, il te voit. Il rentrait. Parfois même c'est lui qui te ramenait à l'école le soir. Ouais. Et il revenait vers 16h30 et il te retrouvait. Pour essayer les salaires ayant été réduits 2 ou 3 fois, pour essayer de lui donner le temps d'aller faire d'autres activités parce qu'on a compris qu'on a touché dans son salaire, on a mis une journée continue qu'il faut aujourd'hui que vous voyez votre fils à 7h30 quand il va à l'école, n'est-ce pas? Quand ça arrive. Quand ça arrive, parce que vous pouvez arriver tard et très fatigué parce que vous êtes allé dans d'autres activités. Et vous le revoyez peut-être à 19h ou 18h quand vous arrivez, et vous et votre femme, parce qu'aujourd'hui nous travaillons tous avec nos épouses. Conséquence, il y a un temps entre 7h et 14h30 où l'enfant rentre de l'école, où en dehors du contrôle de l'enseignant, où il est à l'école, il est livré à lui-même. Et comme aujourd'hui nous sommes entrés dans le modernisme dans nos têtes, on essaie de les gâter un peu. Il a ses yaourts, il a ses chocolats pour ceux qui ont un peu. Il a Canal 7. Et puis il a sa tablette. Full option. Il a sa tablette, il a peut-être son téléphone. L'antique n'a pas pris soin aujourd'hui de mettre une toile. Pour les non-nantis. Non, il va dans la rue. Voilà. Non, j'y arrivais, il va dans la rue. J'explique un peu. Hein. Il va dans la rue. Ça, c'est la crise de la famille. C'est-à-dire que, conséquence, on a des enfants qui, en une semaine, ont pour contact avec leurs parents tout heure résumé, une journée. C'est-à-dire sur 7 jours, si vous comptez le nombre d'heures que vous passez avec votre fils ou votre fille, c'est en fait une journée en 7 jours. Les autres 6 jours, on suit leur quotidien, les statuts. Il les passe, voilà. Il les passe en moitié avec l'enseignant et le reste du temps, soit dans les réseaux sociaux. Il faut voir ce que vous voulez. Essayez de vous bloquer quand même. C'est ça qui explique un peu pourquoi à un moment l'enseignant donc se retrouve à être sous pression. L'enseignant, c'est-à-dire que celui qui le reçoit donc à l'école, reçoit un produit qui n'a pas de repère parce qu'on ne lui a pas appris à la maison, reçoit un produit qu'on a peut-être pourri gâter pour ceux des parents qui sont nantis, reçoit un produit à qui on a appris le mépris vis-à-vis de l'enseignant parce que beaucoup de parents commettent aussi cette erreur, parce qu'ils sont un peu nantis, ils ont tendance à mépriser l'enseignant. Conséquence, il est pris entre le marteau et l'enclume. On a mis sur le plan pédagogique un ensemble de restrictions. Il faut éviter le fouet, il ne faut pas punir, il ne faut pas. Et il est face à lui et ses patrons qui sont les penseurs de la pédagogie et le parent qui est dans son dos. Et on lui demande de produire le résultat avec un enfant qui est un produit complètement désordonné dans sa façon d'être. D'accord. C'est la famille qui est en crise. On a compris, docteur Zemedan, sur la problématique centrale. Hubert vous l'a dit tout à l'heure que le milieu scolaire est plutôt victime lorsqu'on interroge les responsabilités. Vous êtes d'accord? Oui, je suis parfaitement d'accord. Le milieu scolaire est plutôt victime. Et je vais vous faire observer qu'il n'y a pas que les élèves entre eux qui sont auteurs et victimes en même temps de leurs actes. Pour nous, les enseignantes femmes, nous aussi, nous subissons parfois même du harcèlement venant de ces élèves. Dites-nous ça. Il y a des élèves qui enseignent des enseignants. Moi, je vais parler de ce qui me concerne. Moi, je suis enseignante depuis plusieurs années. Et peut-être du fait de ma jeunesse ou, je ne sais pas, peut-être de ma taille ou de ma corpulence. Il a souvent fallu que je martèle vraiment de tout mon poids, oui, pour me faire respecter dans les salles de classe. Est-ce que je vais vous citer les élèves de terminale qui m'ont souvent fait leur cours?
Est-ce que je vais vous parler de ceux qui se sont souvent vus en train de faire des bébés dans des rêves avec moi? Et ils vous disent ça? Oui, j'ai... Ils prennent le courage de vous. Oui, j'ai eu des cas. Il y a, je ne vais pas le citer, un élève de première D qui m'avait fait une cour assidue. Mais je vous parle d'une cour assidue. Il faisait quoi? Il avait des parents nantis et il était héritier. Son papa étant décédé à cette époque-là, il devait hériter des biens de son père et voilà, il me faisait miroiter tout ça. Changer votre vie. Et voilà, Madame Zé, vous faites quelle pointure et il faisait petit cadeau. oui, vous faites quelle pointure. Au début, je ne voyais pas venir jusqu'à ce que sa camarade qui commence à observer sa façon de me regarder pendant que moi je dispensais les cours. Un jour, pendant que les élèves présentaient les exposés, c'est sa camarade qui crie, mais pourquoi tu regardes la dame comme ça? Nous tous, on s'était retournés. Effectivement, il me déshabillait du regard, Jean-Jacques Zé. Et c'est ce jour-là qu'il avait pris son courage. Voilà. Et il m'avait dit, madame, je souhaiterais vous rencontrer à la pause. Et à la pause, il était venu vers moi. Il n'avait pas utilisé 4 chemins. Hein. Madame, je suis amoureux de vous. Il me l'avait dit comme ça. Et j'étais restée glacée. Parce que c'était là la première fois de ma vie que j'avais souvent eu des élèves qui me glissaient les petits mots dans la blouse, qui faisaient des petits compliments. Mais là, un élève qui vient face à face te dire, madame, voilà, je suis... Vous avez rougi un peu. Non, j'étais plutôt choquée et je lui avais dit, mais attends, est-ce que tu connais la différence entre admirer un enseignant et en être amoureux? Il m'a dit, madame, oui, je fais la différence parce que je ne vous parle pas de ce que je ressens depuis quelques jours. Je vous parle de ce qui s'est créé en moi et qui se nourrit depuis plusieurs mois déjà. Wonderful. Jean-Jacques Zé, je ne peux pas vous cacher, non seulement la gêne, mais sur le coup, je n'avais rien à lui dire. Parce qu'en même temps, en tant qu'enseignante, il ne faut pas le frustrer. Non, je n'avais pas faibli, mais il ne fallait pas utiliser une mauvaise technique. Vous avez en face de vous un élève qui va composer un examen. Vous êtes un modèle. Il ne faut pas le frustrer. Vous courez le risque de le briser et qu'il ne revienne plus jamais à l'école. Il ne faut pas l'humilier devant ses camarades. Parce que si vous portez ça et que vous allez exposer en classe, il aura honte, il ne reviendra plus jamais. Vous aurez échoué. Alors sur le coup, je lui avais dit, j'ai compris. On en reparlera demain. Alors c'était le temps pour moi d'aller réfléchir, d'interroger quelques aînés. Et une grande sœur que je salue, Huguette Bilo, à Madame Nama, elle m'avait dit, bon, dans le cas, ce que je te conseillerais, c'est voilà, de faire croire à cet enfant-là que tu n'es pas désintéressé, mais que si davantage, il s'intéresse à tes cours et qu'il fait l'effort d'avoir des meilleures notes, voilà, tu vas céder à ses avances. Et c'est ce que j'avais fait le lendemain, je l'avais appelé. Oui, je lui avais dit, bon, voilà, vous en reparlez. Je suis très flattée. Mais la question est celle de ce courage-là. Ce courage. Moi, je vais vous dire, l'élève en question, on l'appelait, je vais pas citer le nom du, c'est-à-dire le plus grand dealer de drogue de la zone. Non, même pas de la zone, mais de Mexique. Escobar. Pablo Escobar. Je n'ai pas voulu citer, mais bon. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'est comme ça qu'il se faisait appeler dans tout l'établissement, Pablo Escobar. Donc, vous imaginez, vous me demandez où est-ce qu'il a pris le courage? Si quelqu'un se fait appeler Pablo Escobar, non, c'est qu'il est courageux. Il est courageux par les stupéfiants qu'il prend chaque matin quand il vient à l'école. Et toi, l'enseignante vers qui il vient, tu es en danger. Si tu le froisses ou que tu le frustres, mais il peut t'attendre au sortir des classes. Il peut te régler le compte d'une autre manière. Puisqu'il est Pablo Escobar. Voilà, il connaît toutes les méthodes de la mafia. Voilà. Et là, il m'a harcelé comme ça pendant toute l'année. Il n'est pas le seul. Il y a parfois des jeunes filles. Non, madame, ça va. Des jeunes filles, voilà. Des jeunes filles qui voient en toi une certaine... Les filles aussi? Non, qui viennent plutôt vers moi sous forme de rivalité. Oui, j'ai eu des élèves qui ont failli me battre, Jean-Jacques Zé. La semaine surpassée encore, j'ai eu une élève de terminale A
qui a estimé que le 6 en littérature que je lui avais donné n'était pas sa note. Elle allait jusqu'à remettre en question mon doctorat. Vous vous imaginez, elle me l'a dit, mon père, il est militaire. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Qu'est-ce que vous appelez même doctorat? Vous me donnez 6, moi j'ai eu la mention au probatoire. Je doute même de vos compétences d'enseignant. Une élève de terminale. J'ai exigé qu'on convoque ses parents. J'ai exigé. Pour vous dire que parfois aussi, c'est même dans notre milieu d'enseignants que le mal aussi se nourrit. C'est mon collègue qui est le directeur des études, qui a tout fait pour arranger la situation à l'amiable, me disant plutôt que si le papa de la fille là était au courant de cette situation, docteur, vraiment, elle aurait de gros problèmes. S'il vous plaît, essayez d'accepter qu'elle vous rédige une lettre d'excuse et passez dessus. Vous vous rendez compte? Alors, on empêche que l'information arrive jusqu'aux parents, parce que le parent serait rigoureux. Donc, vous voyez que même dans le milieu éducatif, là, dans le milieu de l'école même, le verre est dans le fruit. Voilà, le verre est dans le fruit. C'est catastrophique. Vous allez voir les surveillants généraux, les directeurs qui ont peur des élèves. Pendant la journée de la philosophie à l'établissement là-bas, les délinquants entraient impunément dans l'établissement. Mais quand tu vas avec le directeur, que mais ils sont en train de... Non, vous savez qu'après là, ils peuvent nous calculer. Non, vous savez que du coup, le parent a perdu son autorité, l'enseignant a perdu son autorité. Nous avons en face de nous des élèves qui créent en nous de la peur, de la frustration, de la terreur. On ne voit plus les élèves, on voit des criminels. Il te faut réfléchir à 2 fois avant d'aller affronter un élève pour lui dire tu fais trop de bruit, tais-toi. Parce que son regard, lorsqu'il lève les yeux et qu'il te regarde, les yeux sont rouges, le regard est sévère, et toi-même tu te dis... Il ne manque que le générique des films d'horreur. Oui, honnêtement, c'est... Le générique des films d'horreur. Mais merci, docteur, vous avez un peu le souffle coupé de ce qui se passe dans les établissements scolaires, victimes, où il y a une part de responsabilité. Non, en fait, ça me conforte dans la position que j'ai toujours eue. C'est que depuis l'avènement des indépendances et notre recherche de modernité, nous avons complètement biaisé les repères sociaux de base qui faisaient même la force de l'Afrique. Et je vais commencer par la tradition. Premier repère qui restait quand même un cadre régulateur, un cadre de contrôle, de vérification. Le chef traditionnel était celui qui accueillait les représentants de l'administration centrale, les médecins, les enseignants, et qui était celui qui avait pouvoir de parler au chef de famille. Mais vous voyez que ce pan a été complètement enlevé du fonctionnement de l'Afrique, j'ai envie de dire. On a voulu occidentaliser notre manière de procéder. On a oublié que nous ne sommes pas les Occidentaux. Et c'est ce repère de base qui a été enlevé, qui a fragilisé totalement la société au point où il n'y a plus de coercition nulle part. Quand le chef traditionnel, en qui l'enseignant qui venait dans votre zone se reconnaissait comme un leader, un modèle, un exemple, il lui rendait compte chaque mois. L'autorité administrative rendait compte au chef traditionnel. Ce n'était pas un rapport hiérarchique, c'était un rapport social de base et sécuritaire. Il faut insister là-dessus, sécuritaire. Ce qui fait que quand l'enfant voyait que le chef met papa au pas, lui-même sait qu'il est sous contrôle, sous observation. Il y avait une autorité naturelle que Dieu a donnée à l'Afrique. Mais nous-mêmes, dans la recherche de modernité, on a mis de côté. Dieu a ajouté le deuxième repère qui est la religion. Les religions, toutes les religions. Et vous voyez, quand vous rentrez dans le volet religieux, il y a un passage qui se retrouve dans toutes les religions, c'est que Dieu est qu'on déplace la borne ancienne. Mais en Afrique, on a totalement déplacé la borne ancienne. La borne ancienne de respect, la borne ancienne de la considération de la chose d'autrui, la borne ancienne
du respect de la femme d'autrui, de l'enfant d'autrui, du bien d'autrui. On a déplacé la bonne ancienne et aujourd'hui, en ayant déplacé le chef traditionnel de son autorité pour en faire un auxiliaire de justice, on a en fait détruit le volet sécuritaire, social de base de toute la société africaine. Ce qui fait donc que les autres qui ont ramené ce volet sécuritaire de base, et je prends toujours le cas de l'Ouganda, c'est un pays où le chef traditionnel est une autorité forte et qui reste le dernier repère de la société en relation avec le chef de l'État. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en Ouganda, le chef supérieur qui est logé, nourri, blanchi à Kampala est l'autorité qui, quand le président n'est pas content, lui dit tel ministre a dérangé, il le convoque. Le chef convoque le ministre? Il convoque le ministre. Mais c'est parce que là-bas, le repère social de sécurité est revenu à sa place. Où le chef traditionnel, c'est les mœurs, c'est la tradition, c'est le respect de la chose d'autrui, et c'est une envie de saine pérennité de la race. Parce qu'on doit se pérenniser, mais de manière juste, de manière saine, de manière à pouvoir se construire, s'autodéterminer, tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, c'est le premier problème de l'Afrique dans sa globalité et du Cameroun en particulier. Si on ne ramène pas la sécurité sociale de base, qui est la chefferie traditionnelle, de relations avec les religions, et naturellement, les religions dans le bon sens du terme. Parce qu'aujourd'hui, avec la multitude d'églises, ce n'est plus le refuge là-bas. Alors, une fois de eux-mêmes, plus, ils sont englués dans des situations assez cocasses. Le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est que dans la recherche de modernité, on a voulu donner l'impression que le chef traditionnel, c'est un sorcier. Donc, il faut le mettre de côté. C'est une erreur. Il n'est pas le sorcier. Il est celui qui reste dans le cadre juste, qui peut contrôler et vous dire attention. Là, c'est une dérive. Parce que le but de la religion, ce n'est pas l'extravagance. Ce n'est pas le cinéma. C'est l'impact positif qu'on a dans la vie des gens et le bien-être social qu'ils bénéficient individuellement et collectivement. C'est à ça que les religions servent. Dès qu'on est sorti de là et qu'on se met à fonctionner autrement, on se retrouve dans les difficultés. Vous voyez donc, quand ces repères sociaux sont biaisés, mais vous voulez que le sous-préfet rende compte à qui? Puisqu'il pense qu'il rend compte seulement à Yaoundé. Donc, il est le chef. Il fait ce qu'il veut. Il est le chef des chefs. Il est le chef des chefs. Pourtant, à la base, et mon papa était sous-préfet. Je me souviens que quand il arrivait quelque part, on a été à Doumé, on a été à plusieurs de ces endroits, à Massanga, mais sur quand on arrivait, le papa allait d'abord voir le chef. Ils échangeaient. C'est le chef qui va lui dire, voici mon village, voilà le nombre de personnes, voilà comment nous fonctionnons, voilà ce que nous voulons atteindre. Donc l'autorité administrative vient permettre au village d'atteindre une vision dans un temps T. Ce qui fait donc que l'éducation, la formation, tout ce qu'on crée comme système pour développer le village est suivi et encadré. Vous parlez des notes scolaires. Chez nous au village, jusqu'à un certain moment, quand les vacances arrivaient, 2 semaines après, au plus tard, vous devez rentrer au village. Vous rendez compte au chef. Au chef. Chaque famille était honorée par sa capacité à bien éduquer les enfants. Ils ont de bonnes notes. Et c'est comme ça qu'ils étaient mystiquement recommandés. Parce que la mystique de la recommandation d'un chef, c'est la prière. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, comme on a essayé d'embrouiller les gens. Parce que l'Africain, même dans le volet religieux, et c'est un nombre d'églises qui vous parle, dans le volet religieux, on a extrapolé au point où le parent ne peut même plus bénir un enfant. Pourtant, c'est faux. Le parent, le géniteur, est le premier mandaté par Dieu pour bénir son enfant. Il est le premier. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on raconte, ce qu'on dit finalement, on vide toute la société de sa substance de base. Mais je vous dis, si on ne revient pas à cette relation sociale, où quand le chef s'est levé, d'abord ce n'est pas un chef qui a acheté sa chaise, il n'a pas ramené sa chaise de Yaoundé dans une enveloppe fermée, c'est un chef qu'on peut retracer. C'est-à-dire que c'est un natif de la lignée cheval et qui a fait ses preuves. Parce qu'un chef, on le voyait grandir. On le testait, on l'initiait, on le voyait venir. Et même le village pouvait dire, dans le caractère, le comportement, celui-ci est plus. Parce que là, ce n'était plus le premier ou le dernier, hein, c'était celui qui avait le charisme et la capacité d'encadrer les gens. Il devenait naturellement chef. Il a ça. Il a ça, c'est que ça se voit. Il est généreux, il est tolérant, il est à l'écoute des autres, il est rassembleur. Donc tous ces éléments-là, Jean-Jacques, on les a biaisés. Et parce qu'on a biaisé la base,
On essaye aujourd'hui de rattraper quelque chose qui est devenu volatile. La À famille, partir de ce niveau, rattraper à l'école devient plus compliqué. et ce n'est pas que l'école. Pour les enseignants. Impossible. Et ce n'est pas que l'école. Impossible. Parce que tout à l'heure, mon frère parlait du mariage. Jean-Jacques, même prendre épouse, passer par l'œil du chef. Même prendre épouse. Le chef pouvait vous dire attention, là, elle n'est pas prête, c'est pas le moment, ou bien c'est pas la famille qu'il te faut. Parce qu'il connaissait toutes les familles. Et c'est la famille où les filles sont querelleuses, la famille des hommes sont violents, le machin, machin. Donc il a toute l'information, il vous donne le conseil, et si vous insistez, il vous fait asseoir et vous met dans un cadre. Je nous disais à la femme, il n'y a pas de divorce ici. Le jour où tu veux partir, tu meurs. Ouais. Tu meurs, ce n'était pas un débat. Donc on n'entrait pas dans le mariage en se disant que je peux partir quand je veux. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Il n'y a pas de contrôle dans le foyer. On peut se marier comme on veut, d'abord les parents sont plus utiles. Donc, On sans oui. vous couper, ce que vous dites d'expérience à l'école, c'est une étude. Si vous prenez 10 enfants d'origine diverses, vous allez vous rendre compte que 6 sont de familles Monoparentales. Oui. Voilà. Oui. Et ça, c'est un autre Vous avez problème. dit qu'il y a une crise de la famille au Il y Cameroun. a une crise de la famille. Jean-Jacques, souvenez-vous que toute fille qui accouchait avant mariage, l'enfant ne lui appartenait pas. L'enfant appartenait à la famille. famille. L'enfant reste dans la famille. Aujourd'hui, parce qu'il y a la crise, la maman te dit que l'enfant que tu as fait là, hein, C'est pardon, ton- tu as avec ton histoire. Tu parles avec eux, ouais. Parce que Jean-Jacques, cette structure de base, elle est partie. Le chef pouvait regarder un jeune et dire ne pars pas à Yaoundé. Ta place est ici. Fais dans l'agriculture, développe-toi, et c'est toi qui vas nourrir le village. Ceux qui étaient des étudiants, des fonctionnaires, ne réfléchissaient pas pour avoir à manger. La chaîne était structurée. Ils savaient qu'ils renaissaient, ils envoyaient. Et eux, à leur tour, pouvaient envoyer du lait, de l'huile, Scolariser même les enfants. C'est- de leur scolariser les au enfants. village. On était dans un cadre Mon social père en idéal. partait, on était 10, 20. Idéal, dans- mais encadré par un chef. Jean-Jacques, on a enlevé la base. Et je reviens encore à la Bible, qui dit que quand les fondations sont détruites, montez, vous descendez. Vous ne pouvez rien faire. D'accord. Il faut qu'on ramène des fondations sociales de manière à ce que l'enseignant, le parent, le médecin, tout ce qui est encadreur, ait quelqu'un qui les contrôle, qui les vérifie naturellement et mystiquement. L'Africain aime parfois la pression. Ça lui donne de savoir rester à sa place. Quand donc ça c'est parti, les stupéfiants entraient comment dans le village? Un enfant se mettait à fumer comment? Tu parlais comment à ton aîné? Au point d'injurier ton parent, mais l'ascension était immédiate. Aujourd'hui, il n'y a pas de coercition. Vous voulez que les gens fassent comment? Vous parlez des vieux qui volent et qui sont enfermés. Mais les jeunes qui insultent, c'est quoi? Spirituellement, c'est du vol. C'est de la méchanceté. Ils sont sanctionnables. Mais comme il n'y a pas cette pression sur eux, ils font tout et n'importe quoi. À la fin des courses, c'est que soit nous sommes des idiots, nous allons seulement parler, bavarder, et ne pas changer la donne, soit on va se dire, attention, ce n'est pas aux autres de le faire, c'est à nous-mêmes de changer la donne, et on va prendre des mesures pour que demain, toi qui es inspecteur pédagogique, toi qui es directeur d'école, tu commences à revoir les choses, à recadrer les choses, de manière à donner du sens et de la valeur à celui qui doit avoir de la valeur. Je veux tirer hommage ici au chef traditionnel en disant, s'il vous plaît, ne vous découragez pas, tôt ou tard, on reviendra vers vous. Rebonsoir Gigi, j'ai le cœur meurtri. La vie à l'occidental nous a engloutis. Le retrait du fouet est en train de pervertir notre société. Voir un élève avoir le courage de faire la cour à son enseignant est terrible. Quel courage! 3 points d'exclamation. C'est à l'université que j'ai appris que mon maître de l'école primaire n'avait même pas de baccalauréat. Que pour entrer à l'ENIEJ, il ne fallait forcément pas avoir le baccalauréat. Nous avions du respect pour eux, mais où allons-nous aujourd'hui? Les parents ont échoué, c'est de leur responsabilité. Ils donnent les portables aux enfants et autres. Gigi, j'ai mal. Où va notre pays? Mais je réitère quand même mon cadeau du docteur Limakuma, au docteur Mbok. C'est Vincent de Paul. Il est en Côte d'Ivoire. Vincent de Paul est en Côte d'Ivoire. Oui, vraiment 2 secondes. Je veux renchérir. Chez nous au village, et je pense que c'était pareil ailleurs. Ceux qui n'avaient pas, enfin ceux qui avaient 10 en descendant, quand vous arrivez au village, vous travaillez dans le champ des autres. Vous étiez l'esclave pendant cette période. Donc au premier trimestre, si tu as eu la sous-moyenne, tu sais que tu as été esclave au village. Je te promets que au deuxième trimestre, là, tu vas travailler. D'accord. Alors, les parents sont géniteurs et responsables de la psychologie que leurs enfants développent.
Le parent qui insulte l'enseignant parce que ce dernier a réprimandé son enfant contribue à détruire l'image et l'autorité de cet enseignant. Mais ce parent recevra le retour quelques années plus tard. Il faut être présent dans la vie de son enfant et reconnaître son tort. Les parents doivent être sans tâche devant leurs enfants. La mauvaise éducation est le reflet du climat qui règne à la maison. Merci Tati Nyanga à travers la page Facebook justement de ce programme. Alors, est-ce que finalement on a l'impression que les enseignants sont à dédouaner? Non, moi je ne pense pas que Jean-Jacques, les enseignants sont à dédouaner. Moi je viens de quitter à peine le lycée. Je peux vous dire que si vous avez 5 enseignants qui défilent devant vous en tant qu'élève, vous pouvez déduire que celui-ci vient par vocation et l'autre vient parce qu'il a été à l'école normale et qu'il faut qu'il justifie son salaire. Nous, on a connu, je ne vais pas citer les noms ici, ce sont mes enseignants, je les aime beaucoup. Nous avons eu les dames qui arrivaient là avec le sac en main qu'elle pose, elle vous fait la dictée et elle fouille son téléphone dans WhatsApp. Elle vous fait ça 5 fois, c'est-à-dire elle ne vous explique même pas le problème que vous avez à la conjugaison. Elle fait ça 5 fois, elle vous donne une note qui vous suit jusqu'en fin d'année et vous n'avez pas un autre recours. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Jean-Jacques, comment fait-on pour acheter la place à un délinquant dans un lycée? Ce sont ces enseignants-là. Qui achète la place? Le parent, mais le parent n'achète pas la place à la boutique du quartier. C'est-à-dire le surveillant général fait son compte rendu au proviseur. L'enfant passe. Oui, un autre. Celui-ci, je sais que c'est mon ami. C'est-à-dire. On est dans un magnifique établissement. On ne s'amuse pas avec la discipline. Dans les bambis. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez un camarade de classe qui est exclu pour comportement, pour violence. Il a même agressé les enseignants. C'est-à-dire, vous, au niveau des élèves, vous savez que lorsque vous êtes exclu d'un établissement, c'est terminé. Mais vous êtes surpris à la rentrée scolaire de retrouver le même camarade avec une tenue encore neuve. C'est-à-dire, il est revenu, vous ne comprenez pas. Dans un premier temps, vous vous dites que bon, peut-être il s'est excusé, peut-être, mais à la fin, vous comprenez. Il vous dit, votre camarade, pour enseigner que non. Mon père a payé 100 000 la place. Hein? Vous pensez qu'un enseignant a donc la possibilité, il est crucifié par qui? On va vous dire le système, mais je pense que c'est trop facile. Moi, enseignant, je n'accepterai plus revenir dans une salle de classe où on a exclu un enfant. C'est-à-dire, il faut qu'on soit sévère. Ça, c'est la première des choses. Plus grave encore, Jean-Jacques, ces mêmes enseignants qui sont à ma droite, bon, pas ceux qui sont avec moi ici, mais leurs collègues sur le terrain vendent même des points. Vous avez un camarade qui a eu 7 de moyenne, 8 de moyenne, et qu'il est en 5e, il doit aller en 4e. Vous avez... Ça ne mérite aucun respect. Voilà. Il ne sera jamais respecté. Voilà. Vous avez travaillé en classe. Ça frustre même plutôt d'autres enfants qui travaillent. C'est-à-dire, vous retrouvez le même qui est avec vous. Aujourd'hui, comme les examens... Il bavarde tellement pour mettre en exergue... Oui, puis il sait que son père, il dit que non, il vous renseigne que son père a vu le surveillant général qui a vu l'autre, et on a payé, il est en classe supérieure. Aujourd'hui, comme les examens sont devenus ce qu'ils sont devenus, j'ai pas eu le probatoire il y a très longtemps, mais à Berthois, à l'époque, quand vous avez le probatoire, vous marchez dans la ville tête haute, on n'empruntait plus les motos, parce qu'il fallait se faire voir. Dans mon établissement, je me souviens, nous étions 5 séries A4 espagnols. Dans tout un lycée à avoir obtenu, on avait 5 premières. C'est-à-dire, c'était rigoureux. Il y avait de la fierté, mais aujourd'hui, ces enseignants, un enseignant qui cherche à aller au Canada, vous pensez que sincèrement, il a de sa place dans un lycée? Non, mais il vient en attendant que ses papiers soient disponibles et il s'en va. Jean-Jacques, ça, c'est la première des choses au niveau des enseignants. Maintenant, Jean-Jacques, au niveau de la famille. Moi, j'ai été dans la culture islamo-peul. On nous fait toujours le reproche pourquoi nos filles ne font pas beaucoup l'école. Vous avez l'option. C'est-à-dire, dès que la jeune fille atteint l'âge de la puberté, là, c'est 15 ans, 16 ans, on l'observe. On lui donne même 1 an. Même si elle fait 4e ou 3e, voire même seconde à 16 ans, où elle prépare le baccalauréat, si elle a un comportement qui tend à aller vers les garçons et qu'elle n'arrive pas à se retenir, on organise, comme disait Dr Moïse Bock, un conseil de famille où on dit, madame, vous avez le choix. Voilà. Soit on vous laisse aller à l'école, on continue de payer vos études et vous vous retenez, on sait que vous avez des pulsions, soit
madame, vous nous présentez un mari et on arrange, on ne veut pas la honte sur notre famille. Et on est très rigoureux. Si vous êtes un garçon, je vous prends un exemple avec mon défunt papa. Il y a ces coiffures où on fait un double traçage. Je faisais à peine 5e. Mon grand frère l'aîné rentre de vacances de chez mon oncle avec cette coiffure. Il était à militant. Lorsqu'il arrive, il a franchi la porte du salon. Il a croisé le regard de mon père, il a posé le sac, il est ressorti, il a enlevé la coiffure. Et plus jamais dans la même famille, je n'ai jamais eu une coiffure avec 2 tons. Je savais que c'était banni. Le père n'est pas là aujourd'hui. Je suis à Yaoundé, je suis étudiant. Mais il y a des valeurs. Moi, je pense que Jean-Jacques, aujourd'hui, on a, au lieu d'avoir, vous allez à la mairie, un monsieur épouse sa femme, au lieu d'avoir 2 femmes, vous avez plus, au lieu d'avoir un homme et une femme qui se marient, vous avez plutôt 2 femmes. Les papas sont devenus les mamans dans les maisons. Disons-nous les vérités. Il y a même les enfants qui vous disent que non, moi j'ai plus peur de ma mère que de mon père. Dans une société normale, est-ce que c'est normal? Excusez-moi de la redondance. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez un papa qui est devenu tout câlin, il a les enfants. Quand la maman veut même regarder un enfant, c'est le voilà, vous avez... Oui. Et Jean-Jacques, un enfant comme ça qui grandit, qui n'a pas... Un papa n'a pas vocation dans la famille africaine à être le gentil. Il n'est pas non plus le monstre. Non, il n'est pas le monstre. Mais on doit savoir que c'est le dernier, c'est le coq. C'est-à-dire c'est le dernier à parler. Jean-Jacques, moi qui a la culture islamo-peul, je vous dis, quand j'apprends que j'assiste à un mariage chez vous, les Bantous, j'apprends devant le maire, on dit au monsieur que régime matrimonial, il dit je donne la parole à ma femme, la femme lui renvoie la parole, après les 2 disent monogamie. Vous pensez que cela peut faire des enfants qui demain les respectent? Je décide, le mari décide. Si c'est polygamie, c'est polygamie. Et les enfants doivent savoir que si papa dit qu'il ramène une 2e femme, dans ma culture, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a la démocratie sur... Jean-Jacques, mais là-bas, il n'y a pas la démocratie. Dans votre maison, la démocratie, comment? Il n'y a pas de démocratie. Non, mais si c'est moi, Jean-Jacques, le porteur est capricieux. Ça, c'est nous, les jeunes, qui utilisons ça. Mais ça a un sens. Oui, je termine par là, Jean-Jacques. Est-ce que vous savez, voici les enseignants là à ma droite, est-ce que vous savez que un enfant décide à la rentrée dans quel établissement il fonctionne? Et généralement, on choisit en fonction de quoi? C'est-à-dire, il a un qui a bagarré, qui a été exclu, dont le parent a décidé d'aller l'inscrire dans le lycée voisin. L'autre veut suivre, il y a une petite bande qui s'est formée. Et généralement, ce sont ces petites bandes-là qui vont nous sortir la chicha, qui sortent la bière et même ses pratiques sexuelles. Donc, un parent, comment moi, Mohamed Ali, vous pensez que mon père de son vivant peut accepter que je décide où je fréquente? Mon école est terminée. Voilà. Il va dire non, c'est non négociable. Alors, bien sûr, merci. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. C'est très affligeant de voir un enseignant avoir des propos comme ceux du monsieur sur le plateau. Qu'est-ce qu'il a dit? Ignore-t-il qu'il y a des enseignants qui instrumentalisent les enfants à des fins qui servent leurs intérêts? Je peux citer la convoitise des élèves filles. Il y a des enseignants qui sont derrière les filles. Ouais. La corruption pour l'obtention de bonnes notes. Ils prennent de l'argent et donnent les notes. Et enfin, les sorties entre élèves et enseignants. Je ne jette pas entièrement la pierre à l'école non plus, mais le mal est causé à plusieurs niveaux et l'école et nos enseignants en font partie. Yvan de Berthois, à mon humble avis, le problème de notre société est celui de l'abandon. Je ne généralise pas, mais je crois que certains parents, enseignants et une bonne partie de la société ne savent plus éduquer. Vous verrez, dans les foyers nantis, les parents tout offrir aux enfants sous le prétexte de l'amour parental. Dans d'autres moins nantis, les parents laissent la société éduquer les enfants car ceux-ci grandissent sans aucune discipline ou rigueur. Dans nos écoles, on retrouve des enseignants qui n'ont pas cette vocation et qui viennent juste travailler leur argent et parfois pervertir les enfants. Et enfin, nous avons une société qui ne sait plus transmettre les valeurs aux plus jeunes, ceci parce qu'on sort son téléphone face aux dérives de nos cadets pour poster, mais aussi parce que contrairement à une époque où les parents étaient partisans d'une sanction mérite administrative
administrer à leurs enfants. Ceux d'aujourd'hui sont très réticents à ce qu'un étranger corrige leurs enfants. JZ, c'est pas demain qu'on sortira de ce problème, mais nous on veut sortir de ce problème. Bonsoir. Et à votre riche panel, courage pour le travail de construction de notre riche et beau pays. Parlant du sujet relatif aux dérives morales en milieu scolaire, à qui la faute, tout a été presque dit sur les causes profondes du mal. Je vais juste donner ma modeste contribution en termes de solutions pour dire que l'État doit aussi réhabiliter les centres agréés pour s'occuper des jeunes délinquants, car l'école n'a pas vocation de prendre en charge ces derniers. Il faut revoir l'âge d'entrée dans les écoles normales en l'augmentant afin que nous ayons des enseignants un peu matures. Vous voulez dire que docteur Zéro est même beaucoup trop jeune? Non, c'est vrai, Jean-Jacques, c'est vrai. Parce qu'on a quand même des jeunes enseignants. Quelque part. Je suis arrivé à tous les temps, on dit voilà, le professeur, il dit, ah, tiens, avec la culotte et d'autres, il marchait avec les élèves. Parce qu'il y en a 24 ans. Il peut facilement se diluer parmi les jeunes filles au lycée. Il se dilue. D'accord, l'autre chose que je peux dire que l'État, pour recruter, comme l'a annoncé le président de la République, doit privilégier les auditeurs libres en chômage actuellement, car cela peut permettre que l'on puisse avoir des enseignants par vocation. Cyril, enseignant depuis tout le monde. C'est une bonne idée. Voilà, merci pour votre proposition. On prend celle-ci. Je vous assure, Jean-Jacques, que jeudi passé à Yaoundé, Carrefour Warda, une policière qui dirigeait la circulation a carrément dit à un chauffeur de taxi qui était un peu égaré à haute et intelligible voix, « Monsieur, vous êtes en train de vous masturber ?» Point d'interrogation. Pour dire que le poisson pourri par la tête, le Cameroun est à refaire. Merci pour ce que vous faites pour ce pays. Dédé depuis Ebolova. C'était quoi la question de la policière? Pourquoi est-ce que c'est quoi le rapprochement? Pourquoi il traîne? Pourquoi il n'avance pas? Qu'est-ce qu'il fait sur place? Il est concentré à autre chose. Bon, on peut quand même dire que dans la circulation, ce genre de phrase ne c'est pas scandaleux. Généralement, entre chauffeurs de taxi, oui, ça se comprend. D'accord. Bonsoir le panel. Ce que Dr Mbok dit de nos chefs traditionnels, c'était avant. De nos jours, ça va dans tous les sens. Ces chefs sont devenus des corrupteurs, menteurs. Nos chefs ne disent plus la vérité. Ils sont les premiers à arracher nos terres, incapables d'établir la vérité. Ils sont mêlés dans la sorcellerie. Comment voulez-vous que nous allions au-devant d'eux avec nos problèmes et nos enfants? Bref, ils ne sont plus crédibles. Dr Mbok dit que c'est ceux qui achètent les chaises. Oui, et nous, on dit que c'est ceux qui sont assis sur la chaise et non sur le trône. On est assis sur le trône. Jean-Jacques, ça a été construit. Et je crois qu'il faut déconstruire ça de manière responsable. Je veux dire, on a encore aujourd'hui des enfants qui naissent fraîchement dans les chefferies. On peut refaire ce travail. N'abandonnons pas cet héritage qui est une valeur pour l'Afrique. Et avec votre permission, docteur Moïse, moi je pense que vous, les aînés, quelque part, vous avez failli. Ouais. Moi, dans mon village où je vous parle, la succession, quand vous entendez dans une chefferie, on discute, c'est qu'il y a un problème depuis. Oui. On pose la chaise, on dit au plus à celui qui croit que c'est lui le chef de s'asseoir. Voilà. Et ceux qui ont essayé, quelques-uns sont partis précipitamment. Mais ça a laissé la jurisprudence. Et ça laisse une jurisprudence. On va vous dire que vous avez autre chose. Alors, si M. Mohamed Ali était un enseignant, je devais lui répondre. Mais hélas, un étudiant, il ne comprend rien de la chose. Quand on prend les enseignants et pose le problème de corruption, je suis désolé, car le chef de structure, c'est lui, le recruteur. N'éduquez pas vos enfants chez vous, croyant que l'école va les transformer. Bat depuis Bafia. On n'a pas dit que l'école allait remplacer nos parents. Bonsoir Jean-Jacques, vraiment, votre thème est important. Franchement, de nos jours, l'éducation a foutu le camp. Les élèves partent à l'école, papa pour étudier, mais pour chercher, pas pour étudier, mais pour chercher les femmes. Et les enseignants s'en fichent éperdument. Voilà quelques images d'un lycée en pleine salle de classe, les élèves s'amourachent. Vraiment, vous avez vu l'image là vous-même. Alors, les cas de dérive qu'on a évoqués, c'est la consommation des stupéfiants. J'ai vu un policier, vous savez qu'on a créé toute une brigade, désormais à Yaoundé, qui est appelé à entrer dans les établissements. Et une fois qu'on arrive à ce niveau, ça veut dire qu'on est à la répression. Et que les on est au dernier niveau de la répression. Si on arrive à créer un niveau de la répression, aller gérer les établissements scolaires, c'est un gros problème quand même. Bon, je crois que je vais me répéter.
On n'a pas le choix, on est en pédagogie. Je vais me répéter pour dire que j'ai dit tantôt que la famille est en crise. La famille même n'existe plus telle qu'elle devrait exister. Maintenant, c'est tous les milieux éducatifs qui subissent le fait que la famille est en crise. Du coup, les enfants qui arrivent à l'école sont des produits désordonnés, qui subissent les influences autour d'eux. Ces influences qui échappent parfois au contrôle de leurs parents. Du coup, on est obligé de sortir la coercition au dernier niveau. C'est même déjà un problème de créer tout un commissariat spécialisé pour aller faire la sécurité dans les établissements scolaires. Alors qu'on connaît les patrons de la sécurité dans les établissements scolaires. On sait que vous avez le chef d'établissement lui-même, vous avez les censeurs, vous avez les surveillants généraux. Les censeurs beaucoup plus sur le plan voilà, les censeurs beaucoup plus sur le plan de la pédagogie, des enseignements. On l'appelait Idi Amin Dada. Dès qu'on voyait sa main, tout le monde disparaissait. Voilà. Tu fais quoi, si on atteint donc un niveau où c'est le policier, et je vous dis, le policier est un personnel qui est, rien que par son habillement, devrait en temps normal faire peur aux petits jeunes. C'est-à-dire qu'un petit gamin qui a 13-14 ans, vraiment un policier qui apparaît dans son milieu avec une arme, il devrait prendre peur. Mais si on atteint ce niveau, ça veut dire que en amont, ça a complètement échoué. Donc, comme on ne peut pas faire l'éternel débat sur ce qui a déjà échoué, parce que les milieux éducatifs sont complètement en lambeaux, parce que la famille a disparu, et j'ai expliqué les causes de la disparition de la famille, les crises de 85, 90, 2000, il est question maintenant de trouver les bons moyens de coercition. Et les bons moyens de coercition commencent par, en aval, qu'il faut contrôler les contenus éducatifs malsains qui circulent dans la société à travers ces canaux qui nous tombent du satellite, que nous ne maîtrisons pas. Interrogé tout à l'heure le rôle de l'antique. Les télévisions, je vais y arriver. Les télévisions par câble, les réseaux sociaux et tout le foisonnement de tous les autoroutes numériques. Et pour ça, il faut que les gendarmes en charge mettent sur pied des filtres qui nous permettent que même avec un téléphone, quand on est fini de faire toutes les bêtises que nous voulons tout seul, une fois qu'on veut intégrer une plateforme numérique qui pourrait créer le partage, ça ne part pas. Il y a le filtre. Et ce ne sera pas nouveau. Comme en Chine. Nous n'allons pas inventer la roue. Même dans les pays européens où nous aimons aller prendre des exemples, il ne faut pas croire qu'en France, on utilise les réseaux sociaux comme ça. Il ne faut pas croire qu'aux États-Unis, ça se passe comme ça. Il faut mettre ces filtres. Et il est temps pour que même avec des téléphones, d'ailleurs, on peut mettre deux types de filtres. Le premier, il contrôle et il bloque le contenu. Je m'y connais un peu. Le deuxième, il identifie l'appareil pour identifier le propriétaire. Pour qu'on puisse savoir si c'est un gamin. À partir de l'identifiant, on peut retrouver ses parents ou retrouver l'autorité qui pourrait lui faire le rappel pour qu'on le lui reprenne. Pour les adultes, pour qu'on les supprime. Parce que aux États-Unis, par exemple, il y a certains qui sont complètement interdits des réseaux sociaux. Même quand ils essaient avec des faux profils. Parce que dans vos identifiants, vous allez laisser des traces qui permettent qu'on sache que c'est toujours vous. Et le gendarme donc, du numérique au Cameroun, c'est l'antique. Donc j'ai pris la solution en aval. Maintenant, en amont, au niveau de la famille, vraiment, si nous aimons nos enfants, prenons le temps, malgré les temps qui sont durs, si je peux faire redondance, d'avoir un œil sur eux. Parce que c'est le premier investissement que nous faisons en tant que parents. Sinon, vous n'en faites pas. Vous pouvez accumuler des richesses, tous les biens du monde. Vraiment, si vous avez fait un avatar, entre guillemets, il vous bousille ça en 2-3 ans après votre mort. On voit des successions de certains de nos parents qui ont prospéré, qui sont complètement en lambeaux. Parce que les enfants n'ont pas la consistance de tenir le rang et de continuer à gérer la prospérité que le papa a laissée. D'accord. En aval aussi, on pourrait ajouter le Conseil national de la communication. Dans des pays comme en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso par exemple,
il y a les telenovelas qui ne sont pas autorisées. Personne n'est mort là-bas. Oui, ils ne sont pas autorisés. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous, c'est votre petite fille qui vous dit que papa, elle sort avec l'autre fille. Non. Carrément. Elle est fâchée parce qu'elle sort avec l'autre fille. Les choses qu'elle voit dans les séries et autres que les telenovelas montent à longueur de journée au Cameroun. Non, il faut changer le format du conseil. Et là, c'est le stratège en com qui parle. Il faut changer le format du Conseil national de la communication. Il faut que, le Conseil national de la communication ait les pouvoirs de police. Comme les hautes autorités. Voilà, ait le pouvoir de police. Qu'il ne s'arrête plus seulement au conseil et à la sanction. C'est-à-dire les sanctions, amendes, que nous soyons capables d'interpeller un média ou un concepteur de contenus sociaux pour le dire, parce que vous avez dit ça et ça, voici l'impact que ça a eu dans la société. Mais sinon, pas ça et dans les conséquences. Je crois que la mission a été renforcée. Ils ont la possibilité d'interdire la diffusion d'une chaîne, même étrangère, dans l'espace camerounais. Non, je vais y arriver. C'est-à-dire qu'il faut parce que je vous dis, à travers les autoroutes des médias, c'est-à-dire que les plateformes comme celle-ci, à partir de la parole, parce qu'au commencement était la parole, nous pouvons faire des dégâts et nous faisons des dégâts dans la société. C'est quelqu'un qui est dans l'intelligence de la communication qui parle. C'est-à-dire que rien que dans un discours, les conséquences sont graves dans la société, dans l'opinion. Or, nous avons un observatoire des médias de l'opinion. Il doit avoir les pouvoirs de police aussi. Nous avons le Conseil national de la communication. Le jour où on va interpeller des créateurs qu'on appelle création digitale, créateurs de contenu, pour certains concepts qu'on a jugés dangereux, avec des conséquences qu'on a avérées, et que ceux-ci seront face à la justice. Procédure partie du Conseil national de la communication ou de l'Observatoire des médias de l'opinion. Je vous dis, tout le monde va commencer à faire attention à l'utilisation de son téléphone ou à ce qu'il dit sur les plateaux télé. D'accord. Tant qu'on n'est donc pas à ce niveau et que les médias, parce qu'il y a aussi de gros intérêts financiers qui circulent derrière ces réseaux sociaux, derrière ces télévisions par câble, ou ceux qui sont au Conseil national de la communication, dans l'Observatoire des médias de l'opinion, subissent des pressions financières où ils ne peuvent pas utiliser entièrement le pouvoir qu'ils ont. Ils doivent donc prendre sur eux. Moi, je suis président du Conseil national de la communication, je vous dis, ça va aller, comme disent les enfants au quartier, très vite. Très vite. Il y a même des médias qui vont disparaître. Moi, je suis d'accord. Alors, bonsoir Jean-Jacques, dit à madame qu'elle avait refusé l'homme de sa vie, malgré qu'il était encore élève, surtout pour les fils uniques. Il faut beaucoup prier pour avoir une bonne femme et qu'il fallait faire, madame, chercher la situation familiale de cet élève et l'encourager d'avoir d'abord le bac. Après, on va aller voir tes parents. Si tu n'es pas marié, tu continues à l'université. Dans le petit livre, mais vraiment, il ne fallait pas fermer hermétiquement les portes à cet enfant-là. Patrice Guidion, qu'est-ce qu'il dit? Bonsoir. Le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît plus la différence entre le mot enseignement et éducation. L'enseignement se fait à l'école, tandis que l'éducation se fait dans la famille traditionnelle. Aujourd'hui, les rôles sont inversés et chaque domaine qui accuse l'autre de ne pas faire son travail, c'est l'enfant qui est abandonné. Pour qu'un enfant puisse réussir à l'école, il faut qu'il soit d'abord discipliné dans le foyer familial. Et la discipline se fait sur plusieurs domaines. Merci Patrice Nguidion pour cette contribution. Je suis Roger depuis Babadjou. Étant donné que la morale est le fait de bien se comporter, l'éducation, le fait d'apprendre aux enfants de se passer de nous, et enfin l'instruction, la transmission des connaissances livresques aux individus. Alors, de toutes ces définitions, l'Église, la famille, l'école sont tous fautifs. Tout le monde est coupable, selon notre ami et frère du côté de Babadjou. Monsieur Jean-Jacques Zé, qu'est-ce que vous ajoutez au débat? Ne détournons pas la problématique. Dérive morale en milieu scolaire sous-entend déjà qu'il y a un échec dans notre système éducatif scolaire, puisque lorsqu'on fait une analyse comparative entre le milieu scolaire d'autrefois et celui d'aujourd'hui, on constate qu'il y a dégradation accélérée des mœurs. Et pourquoi? Parce que la rigueur et la discipline ont foutu le camp en milieu scolaire avec des enseignants qui n'ont plus de charisme, plus d'autorité et qui, pour la plupart, se considèrent
plus comme être un peu rigoureux envers l'élève. Les parents ne font plus leur travail, ils abandonnent les enfants, catastrophés aux enseignants. Tonton Gento, depuis CAC 1 par Mboma. Ah là, c'est chez nous, là, voilà, le pognon. Ouvrir notre pan. Allons-y. Alors, moi, je crois que quand on parle d'éducation, on convoque les grandes notions du savoir. Savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire. 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 Et puis, à côté de ça, savoir-faire. Ça passe donc par l'apprentissage pour aboutir à la connaissance. Vous voyez qu'on est en train de construire quelque chose. J'ai parlé du passé, maintenant je parle du futur. Nos gouvernants devraient savoir vendre le rêve d'un avenir meilleur à ces jeunes pour que quand on va à l'école, on va avec une cible qu'on veut atteindre. L'éducation avant, c'était soit tu deviens fonctionnaire, soit tu vas être recruté dans les grandes entreprises, à l'UQAM, et ainsi de suite, qui existaient. Donc, ceux qui allaient à l'école à notre époque, et même avant, étaient dans une dynamique d'être parmi les meilleurs qui vont atteindre les objectifs. Parce que les meilleurs avaient les bourses, les meilleurs avaient les facilités, les meilleurs avaient l'assurance d'être recrutés, même parfois hors concours. Donc, il y a une vision, il y a un rêve qu'il faudrait également présenter. Oui. Et ça ramène donc à la vision que nous avons réellement de l'éducation dans notre pays. Chaque nation se dote d'un système éducatif qui va rencontrer son envie de s'autodéterminer, son envie de se développer, son envie de se construire, son envie même d'asseoir une identité qui est la sienne. Qu'est-ce que nous sommes en train de fabriquer aujourd'hui au Cameroun? C'est-à-dire qu'un enfant qui est aujourd'hui en terminale et qui voit son aîné qui a fini son cycle doctoral et qui est au quartier. Et là, la débrouillardise. Vous voyez que le rêve s'en va, il se dit, je me sacrifie même pourquoi? Et là, tout de suite, la petite voix négative va lui dire, mais écoute, amuse-toi, réjouis-toi, puisque au fond... Les charters qui sont gagnés. Au fond, voilà, au fond, tu vas nulle part. Donc, les débouchés devraient être fortes pour ces apprenants, mais aussi pour les enseignants. Parce qu'on ne va pas demander à l'État de tout faire. Mais l'État peut mieux faire, l'État peut bien faire. Et pour bien faire, c'est que chaque enseignant, de par ses performances, devrait pouvoir casser le mur de verre qui est créé aujourd'hui par le népotisme, le copinage, les recommandations. Il y a quand même encore, j'ose croire, des gouvernants qui pensent que chaque citoyen mérite d'évoluer dans sa carrière. Si on rentre dans cette logique, dans cette dynamique, on ne va pas annuler les sectes pernicieuses, on ne va pas annuler le clanisme, on ne va pas annuler la sorcellerie que les gens font, mais il faudrait quand même que les citoyens, surtout lambda, puissent voir une lueur d'espoir, puissent avoir des modèles, des personnes qui sortent de nulle part, pas ceux qui ont traversé la mer et réussi à revenir, on en fait des modèles, mais ceux qui sont des modèles ici, qui ont travaillé ici, qui ont payé le prix ici, et qu'on peut présenter comme exemple. Docteur, par exemple, je ne va pas nous dire c'est qu'elle a un parent qui l'a tiré, elle a une connaissance qui l'a tiré. C'est des exemples qu'il faut qu'on mette en avant de jeunes gens qui payent le prix, qui travaillent, qui peuvent représenter même la nation à une certaine échelle. Et c'est là que les autorités sont intéressantes. Les missions que nous faisons à l'étranger, je sors par là, les missions que nous faisons à l'étranger, où c'est les mêmes fonctionnaires qui vont tout le temps. Cassons le mur de verre, prenons Dr Zé dans un domaine qui est le sien. Quand un ministre va sur le terrain avec 3, 4, 5 collaborateurs, on la met dedans. Ça fait que les autres enseignants se disent, ah, il y a quand même des passerelles, il y a des possibilités. Jean-Jacques, il n'y a que des idiots qui ne changent pas d'avis. Et je suis persuadé qu'au Cameroun, on peut faire autrement et s'en sortir, malgré le marasme ambiant. Docteur Zé, les gens qui écrivent semblent dire que l'enseignant même est un problème. Il n'a plus de charisme, il n'a plus d'autorité. Il préfère prendre la bière avec les élèves, partager avec les élèves. On entend des cris des enseignants qui n'ont plus la volonté de travailler, qui ont pris d'autres directions. Mon jeune frère l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il a pris la parole, que voilà, il y a des enseignants qui sont enseignants par vocation et il y en a qui sont enseignants parce que la crise financière nous pousse et que parce qu'on a un oncle qui a la possibilité de nous mettre quelque part. Les couloirs que nous autres, nous n'avons pas eu, vous l'avez dit tout à l'heure, l'enseignant aujourd'hui trime, il souffre et je crois que c'est à cause de cette souffrance-là qu'il est, parce qu'on ne va pas nier, Jean-Jacques Zé, on ne va pas nier si je viens ici dire qu'il n'y a pas des enseignants qui prennent des pots de vin des élèves, ou il n'y a pas des enseignants qui traînent avec les élèves, je serais en train de mentir à mon dos vision. Il y a exception à toute règle, mais il y en a.
Il y a des enseignants même qui sont les responsables des détournements. Il y a des enseignants même qui sont des organisateurs des chillings et des charters. Des chillings. Des chillings et des charters. C'est-à-dire... On se shootait à la chicha. Oui, c'est-à-dire que... Vous enfermez dans une salle, oui, vous prenez un appartement. Voilà, ok, ils s'amusent. Oui, ils achètent des... Bref, ils nourrissent la chair. Des cuvettes de bière, des excitants et tout ce qui va avec. Et puis, il y a des enseignants qui organisent ça. Oui, il y a des enseignants qui organisent ça. Certainement. Oui, chacun doit contribuer. Oui, chacun contribue. Chacun contribue, oui. Il y a des enseignants qui offrent leur maison. Oui, moi j'ai un appartement par exemple, ok, venez faire ça chez moi et moyennant quelque chose. Ou alors, j'ai ma bonne petite en première à la et pour lui faire plaisir, et bien voilà, on a l'anniversaire de notre camarade et puis comme tu... Est-ce que il se prête au jeu? Docteur Moïse Boquet, surprise. Non, ne soyez pas surpris. Moi, je vais vous, puisque nous sommes sur le terrain, je vais peut-être vous choquer en vous disant que durant la semaine de la jeunesse dernièrement, il y a eu des élèves parmi lesquels mon propre neveu qui ont pris un appartement d'un parent. Monsieur et madame vivent dans la ville, mais parce que tous les deux affairés à chercher l'argent, ils ne rentrent que nuitamment. L'enfant a déjà étudié le système de ses parents. Il sait à quelle heure, quand et comment. La fameuse crise de la famille. Voilà. Et après la journée de la philosophie, les enseignants, parce que je reviens là pour dire, parce qu'il n'y a pas le suivi en général, c'est juste rassurer que l'établissement s'est vidé, rentrez chez vous. Qu'est-ce que ces enfants vont faire un jour comme une journée de la philosophie? Ils sont en tenue civile, ils ne sont pas en tenue de classe. Est-ce qu'ils vont rentrer évidemment chez eux? Est-ce que vous appelez les parents pour les rassurer? Est-ce que les plateformes que vous créez là-dedans, est-ce qu'elles sont interactives? Moi, je connais des établissements où on a bloqué la parole aux parents. Parce que oui, on ne permet pas aux parents de s'exprimer dans le groupe. Donc, on donne juste les instructions. Demain, il n'y a pas cours. Demain, les cours s'arrêtent à midi ou alors, c'est tout. Donc, ces enfants-là, lorsqu'on les laisse comme ça à 17h ou à 15h, papa sait que le matin, l'enfant est parti à la journée de philosophie. La journée finit à quelle heure? Papa ne sait pas. Alors, qu'est-ce que ces enfants ont fait? Ils sont partis dans l'appartement d'un camarade. Ils ont cotisé. Moi-même, j'avais donné l'argent à mon neveu sans savoir ce qu'il allait faire avec. Ils ont cotisé, ils se sont achetés des bières, ils se sont achetés un peu de petites gourmandises là. Ils ont acheté des chichas et tout le nécessaire. Tous les accessoires. Mais docteur, il fallait les voir s'entrecoller. Le problème, c'est les accessoires. Il fallait les voir se monter dessus. Il fallait voir le bonheur sur leur visage. Parce que des visages drogués. Des visages drogués. Oui, des visages rayonnants de bonheur. Un bonheur illusoire. Il fallait les voir. C'est choquant, mais parfois les enseignants sont au courant de ça et ils ne font rien. Je crois que l'enseignant, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos, l'enseignant a démissionné de ses responsabilités. Et le grand frère l'a dit, il y a la crise de la famille et même sociale. Tout à l'heure, vous avez évoqué vous avez fait un retour en arrière très important. Avant, quand nous on grandissait, nous on savait que l'enfant n'est pas l'enfant de quelqu'un. L'enfant était l'enfant de la société. Ça veut dire que moi, je pouvais rentrer à 17h et que je prenais une route inhabituelle. Maman me croyait, mais c'est la route de chez toi là-bas. Ah, passe comme ça. Tu vis où? Et elle prend sur elle de te ramener. Voilà. Tu vas voir ta camarade, et il est 18h et sa maman te dit, qu'est-ce que tu fais chez moi à 18h? Tu vis où? Donne mon numéro de ton parent. Et il appelle. Mais aujourd'hui, l'enfant n'est plus l'enfant de tout le monde, c'est mon enfant. Toi, ma voisine, tu n'as pas le droit de dire un mot sur l'éducation de mon enfant. C'est un peu compliqué. Alors, comment sauver finalement l'école? Oui. Jean-Jacques, tout à l'heure, il a évoqué quelque chose de très important lorsqu'il parlait de trier les contenus. Vous avez vu qu'on a normalisé la bêtise grâce aux réseaux sociaux. Une jeune fille qui fait l'objet d'un scandale sexuel, c'est elle qui est invitée sur les plateaux de télévision. C'est elle qui est brandie.
Lorsqu'elle est brandie, quelle est l'image qu'on veut renvoyer à la jeunesse qui la regarde? Pourquoi est-ce que nos jeunes sont tellement... Elle a beaucoup d'argent, elle distribue l'argent la nuit. Voilà, à minuit seulement. Et on la reçoit à la télé. Voilà. Le jour qu'on la reçoit à la télé, le portail est plein. Les gens attendent donc l'argent. Ils veulent prendre l'argent. Voilà. Il y a une qui a fait l'objet d'un véritable scandale sexuel et aujourd'hui qui est influenceuse et qui est applaudie, acclamée et enviée par nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Qu'on invite au palais de et qu'on invite au palais. Et Hubert, vous n'avez même pas de biais. Voilà. Les docteurs Zé comme ça, là, vous, il n'y a que les Jean-Jacques Zé qui peuvent dire vous êtes une valeur académique, venez intervenir. Pourquoi? Parce qu'on a laissé libre cours à ces jeunes filles-là de publier des scandales parce que Jean-Jacques Zé, après quand ça se fuite, elles font semblant d'être victimes. Je ne sais pas, on a manipulé mon téléphone et on a donné un technicien, il a balancé, alors qu'elles-mêmes sont auteurs de ça a marché parce que voilà, il faut créer un scandale autour de la sexualité qui te rendra populaire et tu deviendras influenceuse. Alors, Hubert Volo, comment sauver la situation? On a l'impression que l'école aujourd'hui est même envahie. Vous avez des écoles qui jouxtent les bars. Ça se voit à Yaoundé, vous pouvez citer 10 à 15 écoles comme ça, les bals sont là, ou les églises qui font du chahut du matin au soir. L'État même ne fait pas grand-chose pour protéger le milieu scolaire. Je vous ai dit que l'école est victime, je confirme, je reste sur ma position. Et vous venez de démontrer à suffire que l'école est victime, c'est pas l'école est construite, soit elle reçoit une autorisation de construction, à côté des bars, en réalité, on ne devrait pas en donner. Soit les débits de boissons se multiplient sans que la réglementation ne soit appliquée. Donc l'école devient victime. Et on rapproche dans la bière des élèves et même des enseignants. La deuxième chose, c'est que vous avez les noms des bars autour des campus qui portent les noms même de l'école. Voilà. C'est-à-dire que vous avez l'UV. Vous avez le rectorat, vous avez machin, le rectorat, les bars, le doyen, la deuxième chose, c'est que j'aurais voulu que la collègue nuance ça un peu son propos. Comprenez un peu, elle a été péremptoire et ça me pose moi un problème. C'est ça que vous nuancez. Donc je voudrais dire que oui, des brebis galeuses, il peut en avoir dans toutes les corporations et donc chez les enseignants. Mais pour la plupart des cas, je parle de ce que... De toute façon, si je suis sur ce plateau, et je peux le dire à la télé, sans que vous ne receviez un message qui dira que j'étais dans un charter avec les élèves, ou encore que j'ai reçu un copain, ils m'écoutent. Parce que la chance que moi j'ai, c'est que quand j'ai fini un plateau ici, je repars en classe, les enfants sont heureux de me voir. Ils sentent, ils voient à moi, d'autres même continuent sur les débats que nous avions souvent eu ici. Comprenez un peu. Et je sais que j'impacte sur beaucoup d'enfants. Et ça, c'est un jeu intellectuel très fort. Voilà, je suis... continuer le débat. Je suis enseignant. C'est ça que j'aurais... Et puis, la collègue même se présente également comme étant une lumière. Elle est donc enseignante. Elle est une lumière. Voilà, et donc elle n'est pas la seule lumière. Comme pour dire que dans la corporation, il y a beaucoup de lumière. Et il y a aussi les brebis galeuses. Mais la proportion des brebis galeuses est infime. Même ceux... Elle est infime, mais avec une capacité de nuisance. Non, elle n'a pas cette capacité de nuisance. Il y a des gens... Très bien. Il y a des gens qui... Très vite. Le débat, c'est que la vraie question, c'est quoi? Vous savez, le mécanisme par lequel on devient enseignant, c'est un peu comme dans la corporation des hommes en tenue. Vous avez des gens qui, fondamentalement, des jeunes gens qui, avant d'entrer dans le corps, ils ont des comportements qui ne sont pas des valeurs. C'est-à-dire que vous avez un gars qu'on envoie dans la police, dans l'armée, parce qu'on dit que comme il est turbulent là, on l'envoie là-bas. Il va se calmer. Il va se calmer là-bas. C'est Sigmund Freud qui dit que l'enfance c'est le père de l'homme. Vous avez été turbulent dans l'enfance, même si la turbulence s'endort à un moment, elle ressurgit plus tard. De toute façon, quand les conditions se créent, ça devient tout naturellement. On comprend pourquoi il y a les vieux turbulents. Voilà, donc vous savez pourquoi il y a même les vieux voleurs. Vous comprenez un peu? Donc je vois pas que... Donc même chez les enseignants. Vous avez des enseignants qui sont fondamentalement très jeunes, étant élèves, bien qu'intelligents. Or, qui crée le groupe WhatsApp? Le groupe WhatsApp est créé par l'établissement pour permettre un pont d'échange, notamment pour éviter que les enfants contournent ou alors cachent l'information.
Les enfants n'ont pas cours aujourd'hui à 12 h, on arrête, on informe les parents. De temps à 5 h, s'ils rentrent au-delà de 15 h ou alors de 13 h, on lui demande où tu étais. Ça n'a pas vocation à faire un débat sur l'école. Si vous avez un débat à faire, vous vous déplacez, vous venez rencontrer les responsables, vous leur dites justement ce que vous reprochez à l'établissement. Et c'est vous quand même intégrer un peu de communication quand même. Je suis d'accord, la communication existe. Quelles sont les dispositions que vous avez prises d'expérience? Vous dites que l'enfant, les cours s'arrêtent à 12 h. Moi, j'ai mon agenda. Oui. Je sais que la voiture qui prend les enfants est programmée pour 15 h ou 16 h. Quand vous interrompez... La bonne com à la matière. Il faut donc qu'il y ait quand même moi, pour ce que je fais, un peu d'échange. S'il y a cours, si on va interrompre demain, je dis aujourd'hui. D'accord, ça c'est bien. Pour prendre les dispositions. Maintenant, il y a quelques cas marginaux et puis des oublis. Ça peut arriver. Mais je dis que les groupes WhatsApp, ils ont transformé les groupes WhatsApp en espace de critique, de sédition. À un moment donné, on a l'impression que ça ne peut pas donner comme ça. Ça ne peut pas donner ça devient la querelle. Pour finir, Jean-Jacques, je sors justement par là. Pour finir, dans cette querelle, même quand il y en a, l'enfant est à côté. C'est le parent qui dit que voici ce que je viens de dire à ton surveillant général. Le gars arrivé demain, le lendemain, il est gonflé. Donc on bloque, on empêche ce débat. Si vous voulez, on échange en direct. Jean-Jacques, une minute, on a terminé. Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que quelque part, les enseignants, moi je parle des enseignants. Et ici, je peux en citer Oswald Kant. Il est originaire d'Abomban. Sûrement même il va vous dire quelque chose. Nous, on l'appelait le bourgeois. C'est un enseignant qui n'avait rien. Il venait en moto à l'école. Mais il vous faisait... Non, quand je dis il venait, il empruntait une moto pour venir à l'école. Mais Oswald Kant vous faisait rêver. Voilà. Il vous dit, moi j'ai fait ceci, j'ai souffert pour réussir, c'est à partir de l'école. On avait un autre. Tout à l'heure, mon camarade m'a interpellé ici. Monsieur Yambo, jusqu'aujourd'hui, il est dans le même lycée. Monsieur Yambo vous disait, je suis parti de rien. Mes parents n'avaient même pas... Oui, dans le même... Ses élèves sont devenus des voilà, non, il est déjà suivi. Donc, Jean-Jacques, quelque part, moi, ce que je parce que c'est aussi ça les frustrations. C'est aussi ça les frustrations. Voilà, vous enseignez quelqu'un aujourd'hui, demain il devient proviseur, vous êtes encore là. Mais Jean-Jacques, ce que moi je voudrais relever, c'est ce type d'enseignant qui ne se plaignait pas. D'accord, on a compris. Il ne se plaignait pas. Non, ne pas se plaindre. Aujourd'hui, les enseignants se plaignent. Alors, pourquoi la solution. La solution, premièrement, il faudrait qu'on rentre dans un système éducatif consenti. Quand je dis consenti, c'est-à-dire que l'époque actuelle n'est pas l'époque du passé. Et les projections doivent se définir. Ce qui fait donc que pour mettre sur pied des politiques d'éducation, d'enseignement, on travaille avec les enseignants. Les gouvernants ne doivent pas s'asseoir avec les gens de l'ENAM. Encore que j'avais confirmé l'ENAM, parce que pour moi ça ne sert à rien. Les gens de l'ENAM, les administrateurs civils qui savent juste signer et co-signer, savent juste faire ce qu'ils font, que les enseignants soient consultés, soient encadrés, soient accompagnés pour le bien de nos enfants. Ça c'est le premier pan. Le deuxième pan, qu'on dote les écoles, ce n'est pas un rêve, ça se fait ailleurs, des cantines et des espaces d'attente. Parce que tout à l'heure, vous avez commencé un cas, vous attendez à la fin. Vous êtes supposé prendre l'enfant à 15 h. L'enseignant vous annonce que l'enfant, les cours finissent à 10 h. L'enfant va où entre-temps? Si l'établissement n'a pas de bibliothèque, des espaces qui permettent aux enfants d'être retenus, il y a un problème. Avant, ça existait. Donc, on ne réinvente pas la roue. Ailleurs, les enfants sont retenus avec des éléments factuels qu'on crée dans ces bibliothèques-là. Et pour sortir dans l'évolution des carrières, il y a un type d'enseignant qui n'a pas de relation, qui n'a pas d'entre-gens, mais qui a son expérience. Il faudrait que le ministère pense à savoir les recommander. Ils peuvent être des rapporteurs, ils peuvent être des secrétaires, ils peuvent accompagner des missions. Ça fait qu'on ouvre, on crée toujours de l'espoir et ils ont toujours quelque chose qu'ils pourraient apporter à la maison. Et il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Les clubs dans les établissements, club UNESCO, club de la paix, club journal, club environnement, club si ou ça. Non, c'est dans les faux établissements. Tous les établissements sérieux ont ces qui occupaient utilement, il y a donc beaucoup de faux établissements, malheureusement, qui occupaient utilement les élèves pendant les... Il faut les occuper. S'ils ne sont pas occupés, ils vont s'occuper. Et on a vu comment ils s'occupent. On est d'accord, Ferdinand? Tout à fait. Mais moi, je vais insister sur la coercition.
c'est que je suis... C'est le neveu de Tangandjino. Non, c'est d'abord le fils de Ferdinand Kungwe. Bon, Zuma. plus. Je vais insister sur la coercition et sur la responsabilité des parents, notamment la famille. Tout commence par eux. Ouais. Nous faisons des enfants, c'est notre premier investissement. Donc vraiment, il faut que les parents soient beaucoup plus vigilants. C'est-à-dire que s'il y a des choses à sacrifier, il y a peut-être des choses à sacrifier ailleurs et pas son enfant. Parce que la discipline doit commencer par là, les sanctions. Ça, c'est d'un. De deux, qu'on arrête d'absorber les concepts occidentaux qu'on vient nous imposer à travers certains contenus pédagogiques qui font qu'on enlève les sanctions, on sort le fouet de l'école, on sort tous les autres contenus de coercition au niveau des méthodes académiques et pédagogiques. Parce que ce n'est que par la sanction et la coercition. Maintenant, en amont, l'État doit revoir la structuration de nos journées de travail. Parce que je vous ai dit, ce vide-là, dans mes premiers propos, ce vide-là, justement, est en difficulté. Les enseignants qui doivent maintenant trouver des moyens de retenir les enfants à l'école, les parents qui sont beaucoup plus occupés ailleurs, et l'enfant, à un moment ou à un autre, il se retrouve lui-même, son propre père, sa propre mère, face à la société qui lui sert les contenus, et l'esprit étant plus ou moins dévié, parce que la déviance attire, plus ouvert à la bêtise, à autre chose, et l'adolescent étant totalement vierge, la chair étant corrompue et faible, il rentre dans ce contexte. Merci beaucoup, monsieur, madame, d'être venu. Je vous donne rapidement lecture de ce communiqué. Tous les membres, sympathisants, élites, forces vives intérieures et extérieures du groupement ELEGA sont conviés à l'Assemblée générale ordinaire de